Bonsoir à tous. J'ai un peu raté mon effet homme sandwich. Merci d'être là pour une conférence qui, je l'espère, va être animée et je l'espère aussi, comment dire, dense et condensée, parce que j'ai des intervenants qui ont tendance un petit peu à partir aussi, aller fouiner sur les bords, voir un petit peu ce qui se passe dans les routes, les chemins de traverse. Donc on va tâcher de filer droit. Donc le sujet qu'on aborde, on va dire des allers-retours et des emprunts entre cinéma et jeux vidéo est un sujet qui est abordé depuis un certain nombre d'années. J'ai le souvenir d'avoir donné ma première interview sur le sujet en 1993, je crois. Donc c'est vraiment pas quelque chose une problématique qui n'est pas nouvelle. Mais par contre, évidemment, les années passant, cette problématique c'est non pas complexifiée, mais peut-être simplifiée. C'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui à comprendre ce que chacun doit à l'autre un peu mieux. Et c'est ce qu'on va essayer justement aujourd'hui d'isoler, en fait, c'est-à-dire au-delà de leurs emprunts de surface, quels sont les emprunts, on va dire, plus en profondeur, à la fois sur les plans esthétiques, sur les plans narratifs, et qu'est-ce que chacun des médias a en retiré, on va dire, pour son propre bénéfice. J'ai autour de moi, on va commencer par Raoul Barbé, qui est donc le co-réalisateur du jeu Life is Strange. J'espère que certains d'entre vous ont pu jouer à cette chronique douce amère, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, voilà, qui était donc sorti. C'est sorti en quelle année? Il y a 4 ans. D'accord. On En fait, va c'est un jeu se lancer. épisodique, donc il y a beaucoup de. Enfin voilà, il y a 5 épisodes, donc 5 sorties différentes. Donc voilà. On va juste mettre Peggy 16. un trailer très fort. Let's say sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing weather. Et ouais, donc voilà, juste parce que je le dis à chaque fois, la musique, c'est un compositeur de la bande-son aussi de Life is Strange, qui est un groupe français qui s'appelle Sid Matters. Voilà. J'aime bien le rappeler parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Très bien. Et tu es aussi le cofondateur de Capsule Animation Studio. Tu Ouais, voulais qu'on passe peut-être, éventuellement je vais en parler. le petit C'est 30 film. secondes, ça va être très rapide. Et c'est comme on va parler de tout ça, de la cinématographie, des images, de la mise en scène. Donc ça, c'est un studio d'animation que j'ai cofondé il y a 1 an et demi avec Stéphane et Mamed. Donc là, c'est quelques films, extraits de films qu'on a fait pour soit des jeux, donc c'est des cinématiques. Donc tout ça, c'est du précalculé. Contrairement à Life is Strange, qui était donc en temps réel, qui venait d'un moteur de jeu. Là, voilà, c'est une autre façon de faire des films d'animation. Et on pourra peut-être en parler à un moment que voilà, tout se rejoint beaucoup ces dernières années entre le temps réel, les moteurs de jeu, faire un film d'animation entier dans un moteur de jeu, ce genre de problématique, c'est super intéressant. Donc, avec des artistes qui viennent d'un monde
et de l'autre, et voilà, se croisent pour en reparler. Bien. Ensuite, j'ai ici Yannick Dahan, anciennement critique positif DVD Vision, Man Movies, présentateur de DVD à mort, aujourd'hui Opération Frisson, co-réalisateur du film La Horde, scénariste, et donc qui actuellement est consultant chez Ubisoft. Donc avec toi, on va voir comment on passe de positif à Ubisoft, et ça nous fera peut-être le sujet le plus simplement du monde. Enfin, Clémence, alors comment je prononce Guédan? Guédan. Ok. Donc journaliste, chroniqueuse, donc tu étais à WeFM, tu te charges des podcasts Ramène ta science, et tu chroniques également à l'agence Too Geek. Mais si tu es avec nous aujourd'hui, c'est essentiellement parce que tu es la directrice d'Epsilon Escape, qui donc s'occupe de faire des escape games. Et donc, qui dit narration entre jeux vidéo et cinéma, quelque part, il y a un pas entre les deux, même avec le théâtre pas loin aussi, dont on parlera. Voilà. Et enfin, Stéphane Moïsakis, anciennement critique à Mad Movies également, co-scénariste de La Horde. Tu avais fondé un blog qui s'appelait Game Parallax quand tu as... Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais bon, qui était intéressant parce que tu es passé de la critique cinéma directement à un blog qui se questionnait sur la narration dans les jeux vidéo. Donc Game Parallax, c'est plus ou moins devenu Capture Mag. Et tu as également rejoint un peu les troupes d'Ubisoft à une époque, voilà. Donc vous nous expliquerez quel a été votre rôle en fait, qu'est-ce que vous aviez à superviser en tant que cinéphile. Donc voilà, en fait, ma première question va être assez brève. Je voudrais savoir si chacun d'entre vous se souvient d'une époque dans sa vie où, en jouant à un jeu vidéo, il s'est explicitement posé la question du rapport avec le cinéma. C'est-à-dire de se dire, tiens, et si ou alors, tiens, aucun film ne m'a donné cette sensation, ou tiens, j'aurais bien aimé voir ça dans un film. Est-ce que vous avez un souvenir qui est lié à ça dans vos premières expériences de gamer? Raoul? Ça, les autres ont le temps d'y penser. Ça en monte forcément à loin, je pense. Mais... Ouais, c'est peut-être pas un jeu. Je vais plus parler d'une scène d'un film. Et ça m'est arrivé quand moi j'ai travaillé sur Heavy Rain pour Quantic Dream. C'est Fahrenheit, Indigo Prophecy, qui m'a donné envie de aussi vraiment me pousser pour faire du jeu. Donc j'ai eu la chance de bosser sur Heavy Rain. Et en faisant Heavy Rain, j'ai repensé à la fin de Seven. Et je me suis toujours dit, après avoir bossé dans le jeu, quand j'ai revu Seven, je me suis dit, mais j'aurais vachement aimé être à la place. Enfin, aimé, je sais pas, mais je trouvais ça intéressant en tant que joueur de me retrouver à la place de Brad Pitt et de savoir. Pour ceux qui n'ont pas vu la Seven, voilà, je vous dirai pas, mais en gros le choix final, full spoiler. Voilà, est-ce que je me venge ou pas? Et je trouve que c'est intéressant de poser cette question-là en tant que joueur interactivement, et du coup. Dans Heavy Rain, il y a des thématiques aussi qui reprennent ça, mais voilà, je trouve. C'est deux médias complètement différents, mais l'interactivité apporte tellement à certaines scènes du fait d'être acteur et d'avoir aussi, par ses actions, amené l'histoire à cet endroit-là. Voilà, c'est cette scène-là, je m'étais. D'accord. Yann? Moi, je t'avais dit que je m'en rappelais pas et que je me rappelais surtout du moment où Christophe Gans m'avait appelé pour en parler, mais en y réfléchissant, je crois que ça venait des articles que j'avais pondus à l'époque dans un magazine de jeux vidéo, je ne me rappelle plus lequel, et c'était sur Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII. Ce qui était hyper intéressant, c'était qu'on avait à l'époque avec FF7 véritablement un premier jeu, on avait des cinématiques qui nous paraissaient vraiment cinématographiques, super bien réalisées et tout ça, et dans le 8, je ne sais plus à quel moment du jeu je me demande si c'est pas au début, et où je me suis fait cette réflexion, c'était la première fois que je voyais un jeu vidéo où, grosso modo, ça partait d'une cinématique. Cette cinématique glissait sur l'univers du jeu, c'est-à-dire se fondait comme dans un décor. Alors, c'était sans doute pas aussi bien fait que maintenant, mais à l'époque, ça donnait cette illusion que la cinématique devenait le décor du jeu et qu'ensuite, on pouvait interagir et prendre le personnage en main. Et je me rappelle que j'avais dû pondre un article à ce moment-là en disant c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on a ces médiums qui se rejoignent et qui deviennent quelque part symbiotiques. Donc voilà, moi ça c'est mon premier souvenir, je pense. D'accord. Clémence, tu as un souvenir qui va dans ce sens? Oui, justement, alors c'est drôle que tu parles de Final Fantasy parce que moi j'ai beaucoup joué à des jeux sur Super NES, sur
NES, enfin, les jeux à l'ancienne où il n'y avait pas vraiment de cinématique à l'époque. J'ai décroché après, mais j'ai le souvenir de mon frère qui me montrait, dès qu'il achetait un jeu sur PlayStation, les cinématiques en question, et qu'au fil des ans, c'est devenu de plus en plus impressionnant et de plus en plus proche de ce qu'on peut voir au cinéma. Celle de Final Fantasy à l'époque était très clairement oui, on va dire tout en haut, même au top. Steph? Il y a plein de super citations, il y a plein de super références qui sont encore là pour tout ce que vous avez cité, Seven, Everine, tout ça. Enfin, moi, quand j'étais gosse, j'avais 8-10 ans et je traînais dans les salles d'arcade, en fait, ce qui me faisait triper, c'était de jouer à Shinobi ou de jouer à des trucs comme Kung Fu Master ou Ikari Warrior, en fait, et de me rendre compte que j'étais indépendamment Bruce Lee, Rambo ou les ninjas de la canon, en fait, voilà. Donc c'est pas très glorieux hein, comme souvenir, quoi. Mais je pense que tous les gosses qui ont grandi dans les années 80, en fait, c'était un peu leur référence au cinéma. Moi, j'étais un cinéphage déjà quand j'étais gamin. J'avais vraiment envie d'aller voir beaucoup de films et tout. Et du coup, comme je pouvais pas aller à la muscu pour faire Rambo, comme je pouvais pas comme ça me faisait un peu chier de prendre le kung-fu, ce genre de choses, je me disais c'était un bon palliatif en fait de mettre des coups de latte, une pièce et quelques coups de latte, voilà. Tu m'avais dit que donc tu te prenais pour Michael Dudikoff à l'époque, mais que les années passant, tu t'es aperçu que le jeu ne rendait pas tant hommage à Michael Dudikoff qu'à... Non, ce qui est assez marrant, c'est que quand t'es gamin, t'as ces références-là, et effectivement, quand tu t'en rends compte, en fait, que par exemple, un jeu comme Shinobi, ouais, c'est plus Sonic Shiba ou ce genre de choses, qui est une référence que j'avais absolument pas quand j'étais gamin, quoi, mais comme j'ai un certain plaisir à y rejouer, en fait, je m'en suis rendu compte avec les années, quoi. Enfin, maintenant, en gros, il y a quelques années. Sonic Shiba qui effectivement a pas mal inspiré le jeu vidéo japonais. Et d'ailleurs, je crois que c'était un des sujets de ton article que Christophe Gans t'avait commandé, non? Moi, à l'époque, c'était marrant parce que je pense que Gans, il avait compris ça avant pas mal de gens. Il y avait d'ailleurs cette formule que j'avais trouvée vachement bien, de vortex d'influence. Donc il m'avait appelé en me disant, toi tu bosses dans le jeu vidéo, tu bosses dans le cinéma, t'es le seul qui parle un petit peu de la correspondance. Alors, je me rappelle plus comment j'en parlais, mais il m'avait fait venir à HK pour justement aborder ce qui était beaucoup plus évident dans le cinéma asiatique que ça pouvait être dans le cinéma américain. C'était la période, je sais pas si les gens connaissent, mais Storm Riders, des films comme ça. Il y avait aussi toute cette période Cowboy Bebop en anime et tout, et c'était réfléchir vraiment. On n'était pas loin de Matrix, je pense, à cette époque-là, et savoir qui empruntait à qui, de quelle manière. Storm Riders étant littéralement, clairement, un film qui pompait la plupart des RPG qu'on trouvait sur PlayStation à l'époque. Et voilà, donc ça venait de là. Mais là, on est dans des emprunts, on va dire, d'habillage, en fait, un peu cosmétique. On n'a pas encore atteint un moment de rupture où on se demande finalement qu'est-ce qu'on est en train de faire ou de regarder. Donc, c'est pour ça que, voilà, Raoul, je pense que par rapport à Life is Strange, on est finalement dans une autre dynamique. Ouais, moi je vais rebondir peut-être juste sur les cinématiques. À l'époque, comme tu parlais de Final Fantasy et aussi quand ton frère t'appelait pour voir les cinématiques, il y avait aussi une vraie séparation entre les phases gameplay et la narration. Mais moi je me souviens même moi je suis très friand de tout ce qui est narration, et je me souviens même des jeux de shoot sur Master System où on voyait juste... 3 petites animes en 2D, on voyait le mec s'habiller avec ses Santiago et tout. De ces moments-là, je trouvais ça génial d'avoir un petit bout de film au milieu du jeu qui avait rien à voir du coup avec le jeu, qui était juste une excuse pour raconter l'histoire. Mais c'était un peu des récompenses. Et Final Fantasy, je trouve que c'est ça qu'ils ont réussi à faire aussi, c'est que on aimait bien y jouer pour tout le côté RPG, mais il y avait l'histoire et la beauté des animes et des cinématiques qui était une vraie récompense et qui était vraiment pour moi, c'était une grosse séparation, quoi. Quand on les revoit maintenant, c'est horrible, quoi. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai on va en parler, j'imagine, sur d'autres domaines, mais il y a une vraie bascule de la fascination qu'on avait pour les histoires. À l'époque, je ne veux pas dire qu'il y avait des jeux narratifs, mais on était capable de se taper 1 heure de cinématique d'affilée sur un Xenogears. Je trouvais ça génial, alors que c'était tortueux au possible. Et il y a quand même une bascule, j'ai l'impression aujourd'hui, on le voit, même s'il y a toujours des jeux narratifs et des sociétés qui se spécialisent vraiment dans des jeux extrêmement narratifs, il y a quand même une tendance à quand même éradiquer de plus en plus les histoires, en tout cas à les reléguer, à s'en servir comme prétexte. Il n'y a plus cet amour qu'on pouvait avoir pour l'histoire qu'on nous raconte. On prend le temps de nous raconter, même dans les RPG PC, la clique des Baldur's Gate. Il y a eu un petit renouveau avec des Pillars of Eternity, des
Divinity, des choses comme ça, mais à l'époque, c'était quand même un livre qu'on lisait quasiment. Même s'il y avait des phases de jeu, il y avait énormément de narration. Et ça, c'est en train de complètement partir, là où des jeux qui sont purement des jeux multiplayer, coop, tout ça, prennent le pas et ne nécessitent qu'une ligne prétexte, en fait. Ouais, je pense que les deux cohabitent, Oui, les commencent deux à cohabiter. C'est vrai que bon, tu parleras mieux que moi d'Ubisoft, mais voilà, Ubisoft n'a pas le même rapport à la narration que nous, en tout cas, on essaie d'avoir par exemple avec un Life is Strange. En tout cas, ouais, c'est sûr qu'il y a ces deux styles, mais on voit, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un contexte narratif que les gens essayent d'avoir, même pour un pur coop. Et on voit bien que ça tient aussi, on le voit même avec les jeux de Blizzard, par exemple. Les jeux de Blizzard, ça reste du multi, voilà, en tout cas pour le shooter auquel je pense, mais en parallèle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent tout un univers, des comics, des films d'anime, etc., qui amènent le joueur dans un état où quand il joue, c'est pas juste un avatar qui tire sur son pote, c'est un avatar qui a une histoire et tout ça, donc ça, je trouve ça intéressant. Et pour Life is Strange, juste pour répondre, et du coup, nous, c'est vrai qu'il y avait ce truc où là, on essaye de lier et les cinématiques et le gameplay, entre guillemets, même si c'est des jeux qui n'ont pas un gameplay skillé, quoi. C'est pas du shoot, c'est juste des choix et des interactions, donc c'est assez simple. Mais voilà, on essaye en tout cas de les lier là où avant c'était quand même assez séparé, quoi. Mais en fait, par rapport à... Oui, vas-y. je t'en Ouais, prie. après là juste on parle de RPG, on parle de jeux de shoot, etc. Mais tout ce qui est jeu d'aventure, point and click, on est toujours dans une narration très forte quand même. Oui, non, mais Oui, bien complètement. Non, mais c'est pas l'idée qu'il y ait une baisse de narration, c'est l'idée que les jeux qui se vendent le plus aujourd'hui ne sont fondamentalement plus des jeux narratifs, même si tu en as quelques-uns qui cartonnent, qui vont être les Uncharted, qui vont être des Last of Us, qui vont marquer les gens d'une certaine manière. La tendance aujourd'hui, les joueurs, ils jouent à PUBG, ils jouent à Fortnite, ils jouent même si tu as toujours un prétexte narratif, un contexte, ça, je dis pas le contraire, mais il y a quand même une propension, et ça c'est dû au online, c'est dû à plein de choses qui sont arrivées. On fait des études, chez Ubisoft il y a des études chez plein de monde, on sait très bien comment les gens zappent pas les cinématiques. Alors après, ce sera toujours dépendant de la qualité des jeux et de la qualité de la narration, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a les deux cohabitent complètement, mais tu n'as plus un public qui en masse va accepter la narration comme on pouvait l'accepter parce qu'elle était posée comme ça de toute manière à une certaine époque, et qu'aujourd'hui, c'est des segmentations, c'est tout. Tu vas avoir les gens qui vont être à fond Uncharted, puis les gens qui n'ont rien à foutre, qui vont complètement zapper toutes les cinématiques, et la seule chose qu'ils veulent, c'est se mettre sur la gueule avec d'autres personnes sur Medal of Honor. Bon, voilà, et c'est tout ce que je disais, mais ça ne veut pas dire que les deux n'existent pas, et au contraire, ils sont très présents, mais ça se segmente. Non, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, le souvenir dans les années 90, l'aspect cinéma était un produit d'appel. C'est-à-dire que le jeu se vendait aussi par son rapport éventuel au cinéma. On parlait effectivement de cinématiques. Je sais que le Final Fantasy VII, c'est... Enfin, dans les magasins, il y avait cette cinématique qui tournait en boucle et qui a largement contribué aux ventes parce que les Français, pour la plupart, ne connaissaient pas le titre. On n'avait pas eu les précédents épisodes. Sans parler évidemment de toutes ces franchises qui étaient adaptées tardivement, les Robocop et compagnie, en jeu pourri, mais enfin, voilà, ce qu'on achetait, c'est parce que les gens... était cool, hein, ça va. Comment ? Robocop, il était Et encore cool. que Ouais, ça celui-là va. était relativement jouable. Voilà, même un GoldenEye, il y avait quand même le label James Bond dessus, quoi. Là où ce que tu dis aujourd'hui, finalement, on se passe de cette référence. Mais ce qui est marrant, Ouais. c'est que, moi, je vois un petit peu par rapport à Ubisoft, j'ai absolument pas la prétention d'avoir un regard global sur l'industrie, mais j'ai l'impression que des fois, ça vient aussi des développeurs. C'est-à-dire qu'il y a des volontés d'aller vers d'autres formes de narration. Enfin, moi, je ressens, et en tout cas, elle est marquée chez Ubisoft à moyen terme, pas à court terme, pour des raisons industrielles, pour des raisons de fabrication de jeux vidéo. C'est très compliqué de faire un jeu vidéo, même si on a un absolu, un idéal, il va falloir nécessiter des fois 6 itérations avant d'arriver à le faire, surtout dans l'économie d'Ubisoft, qui est une énorme boîte, donc il y a nécessité de sortir des jeux assez fréquemment. Tu peux avoir un objectif de narration qui ne soit pas une narration héritière du cinéma, et en même temps, la peur de sauter dans l'inconnu. Tu regardes quand même énormément de jeux qui sont aujourd'hui même des open world, des choses où on pourrait fondamentalement se passer. On le voit sur PC. Il y a des tonnes de gens qui vont jouer à Rust, qui vont jouer à Daisy, où il n'y a pas fondamentalement, à part en contexte, une narration. Tu la crées toi-même, tu survis, tu crées toi-même tes objectifs fondamentalement. Et dans des jeux AAA, ce qu'on appelle les jeux AAA, les blockbusters, tu as quand même toujours ce côté, on va quand même aller vers la cinématique, parce que soit pour happer une forme de public qui aurait toujours besoin d'une narration pour qu'on lui tienne la main, ou alors parce que des fois le développeur se dit, mais
il ne va pas comprendre si je ne le fais pas. Et c'est souvent plusieurs écoles qui s'affrontent au sein même des sociétés, hein, chez les développeurs. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire sans narration et ceux qui disent au contraire, il faut qu'on se mature en tant qu'industrie et qu'on trouve notre spécificité, notre singularité. Et pour ça, la première phase, je dis, c'est certains qui pensent ça, la première phase est de se dégager de manière radicale de tout ce que le cinéma a pu laisser comme trace et dans l'imaginaire des développeurs et dans leur façon de penser les histoires. Parce qu'immanquablement, plus on voit les jeux arriver, les open world, la possibilité de créer des mondes gigantesques et tout ça, plus on se rend compte que c'est super difficile de raconter une histoire linéaire dans des mondes ouverts. C'est une problématique immédiate. Elle sera traitée de manière différente dans la VR probablement. Je ne sais pas. On va y arriver, ouais. Et tu vois, c'est tout ce paradoxe-là qui fait qu'on est encore dans les restes d'une certaine façon de penser. On s'en est pas émancipé totalement. Et des fois, c'est fait de manière très intelligente par des gens comme Rockstar ou les mecs de Last of Us, et d'autres où tu sens que c'est une béquille. D'accord. Voilà. Alors justement, dans le cas de Life is Strange, on est je dirais dans un entre-deux quelque part, parce qu'il y a dès le départ d'emblée une volonté d'aller faire du pied, pas forcément à des films en particulier, mais à un souvenir de cinéma. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu n'as pas écrit le jeu, mais tu l'as réalisé, mais c'est quand même votre projet, quoi. Ouais, du coup, non, pour être très rapidement sur ça, nous on travaille avec un scénariste du coup qui écrit en gros l'arche narrative globale avec nous, mais en tout cas il est là pour pas faire. Enfin, nous on ferait un peu n'importe quoi, donc au moins il est là pour nous cadrer et faire qu'il y ait une cohérence dans l'histoire à raconter. Nous on n'est clairement pas du tout sur un monde ouvert, on est dans des zones assez fermées avec des personnages qu'on veut cohérents, du coup qui évoluent comme on aimerait qu'ils évoluent, et même l'avatar du joueur est écrit, et donc on va donner des actions disponibles aux joueurs qui seront logiques avec le personnage qu'on a créé. Donc nous c'est quand même assez cadré, et après tout le challenge c'est de faire que cette histoire assez cadrée puisse être devenir en tout cas l'histoire du joueur, et qu'il ait l'impression que c'est la sienne et que c'est par ses choix qu'il l'a fait évoluer et qu'il l'a fait prendre ou pas certains embranchements. Donc c'est tout l'intérêt, en tout cas pour moi je trouve, des jeux narratifs, c'est de s'approprier l'histoire tout en étant dans une histoire forte et cohérente. Donc voilà, c'est un peu jusqu'où on laisse la liberté, etc. Évidemment, dans un monde ouvert, on peut faire n'importe quoi, donc on peut potentiellement tout casser. Donc voilà, il faut savoir comment on fait pour remettre le joueur dans les rails si on veut, ou on ne laisse pas faire. Voilà, un des super exemples, ça reste Zelda dernièrement, qui est assez fabuleux. Il n'y a presque pas de cinématique et tout est cohérent. Bon, après, c'est des personnages qui sont écrits de façon assez simple, hein, mais voilà, c'est assez fou que l'histoire qu'on se raconte, c'est nous qui la faisons. Et je pense que c'est aussi ce que voudrait faire Ubi. Mais ouais, nous, c'est quand même assez cadré, quoi. Mais je pense que ça ressemble d'ailleurs un peu à ce que vous faites en escape game, du coup. Vous faut mettre un cadre et essayer de s'en sortir en connaissant l'histoire, mais je sais pas comment vous faites. Clémence va nous expliquer, parce que justement, je voulais embrayer. On crée un cadre pendant 5 minutes, en gros, et il faut savoir. Parce que vous avez d'une certaine façon des cinématiques qui sont là pour baliser et, on va dire, imposer une forme de narration que du coup le gameplay va suivre. Ouais, après, c'est aussi un choix. Après, parce qu'il y a des. Comme disait Nick, c'est que en gros, pour certains, la cinématique, c'est l'échec, quoi. C'est-à-dire que. Si tu n'arrives pas à le faire en gameplay, t'es nul, et du coup tu le fais en cinématique. Pour moi, il y a différents niveaux de raconter une info ou de donner une info aux joueurs. Il y a la première, on se promène et on a une info qui pop, ça peut être un son, une image, un VFX, n'importe quoi, qui donne une info. Après, ça peut être un petit dialogue que tu entends. Après, ça peut être ce qu'on appelle l'IGE, une game event, donc quelqu'un qui vient te voir, qui te parle, mais tu restes en gameplay. Et après, donc, si tu enlèves le gameplay au joueur, tu fais une cinématique. Là, tu es sûr de cadrer exactement ce que tu veux, donc d'avoir aussi, tu racontes quelque chose quand même avec ta mise en scène cinéma. Voilà, donc en gros pour moi il y a différents niveaux. Nous on ne s'interdit pas les cinématiques, au contraire, on pense que ça a une puissance aussi émotionnelle, parce que du coup tu as une musique, tu as un son qui est... Enfin tout est cadré, du coup le rythme, etc. Donc voilà, il y a des moments où on apprécie de pouvoir avoir accès à cette narration-là. Voilà, on pourrait peut-être le faire sans, mais en tout cas, c'est un choix après sur chaque moment, séquence. Comment on fait pour raconter ? Est-ce qu'on utilise le média cinéma en gros, ou est-ce qu'on fait du full interactif, ou est-ce que, enfin voilà, il y a plein de moyens de le faire, quoi. Alors qu'effectivement, donc ce qui est intéressant dans l'escape game, c'est que bon,
On est là pour raconter une histoire d'une certaine façon, mais le premier réflexe de la personne en face de nous, c'est qu'est-ce que je fais? C'est pas qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais? Donc comment on pose le truc à plat? Comment on démarre un concept d'escape game? Alors, déjà, il faut savoir que toutes les enseignes ne fonctionnent pas de la même façon. Certaines enseignes, la narration, elles s'en fichent. Il y a des petites dissensions entre les game designers parce que pour certains, on est vraiment axé sur les énigmes. C'est qu'est-ce qu'il faut résoudre pour passer à l'étape suivante. Mais finalement, qu'il y ait une histoire ou pas, au début de la salle, on vous dit que vous devez sauver le monde ou vous sauver d'une invasion zombie. Mais en fin de compte, ce qu'on retrouve dans la salle et dans les mécanismes n'a pas vraiment de rapport. Moi, je ne suis pas du même avis. Je suis convaincue que pour que l'expérience soit forte et immersive, il faut qu'il y ait une narration et que cette narration elle serve de fil rouge aux joueurs, justement, pour qu'à aucun moment ils se retrouvent à se dire qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai pas la moindre idée de la suite. Il faut que les choses s'enchaînent logiquement et que pour ça, l'histoire soit un minimum présente. Il ne faut pas que ça soit au détriment du jeu, parce que évidemment là aussi l'équilibre, alors nous on n'est pas dans de la cinématique, mais l'équilibre entre éléments narratifs qu'on va pouvoir retrouver dans la salle, ça peut être le décor, ça peut être des éléments qui sont présents et qui vont contribuer à faire comprendre aux joueurs quelle est l'histoire. Mais tous ces éléments-là, il ne faut pas qu'ils prennent le pas non plus sur le jeu en lui-même. Il faut juste qu'ils soient suffisamment présents pour aider à la compréhension. D'accord. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer que la voix divine qui débute l'escape game, finalement, c'est ça la cinématique, d'une certaine façon? C'est là où on pose les éléments narratifs majeurs? Alors, en général, avant qu'un escape game commence, juste, je vais peut-être préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un escape game. Éventuellement, oui, pardon. Donc, un escape game, c'est une nouvelle forme de jeu, c'est assez récent, ça a, je pense, 5 ans en France, une dizaine d'années ailleurs. Ça vient du Japon. Ça vient originellement de jeux vidéo, un peu dans le genre des point and click, où le joueur s'est retrouvé enfermé dans une salle et devait sortir en un temps imparti en résolvant un certain nombre d'énigmes. Ça s'est petit à petit adapté dans des salles physiques réelles. Et donc aujourd'hui, un escape game, eh bien, ça se joue en petite équipe de 3, 4, 5 personnes. Vous venez entre amis, en famille, etc., avec des collègues. Vous êtes enfermé dans un décor. Vous avez une mission à remplir dans un temps imparti, en général 1 heure. Et donc, pour réussir à sortir de la salle, il faut résoudre des énigmes. Alors, ça peut être, les missions sont très variées. Là, on se rapproche du cinéma dans le sens où il y a autant de scénarios qu'il y a, autant de salles qu'il y a de scénarios possibles. On a des scénarios axés films d'horreur qui vont reprendre, par exemple, l'histoire de Saw ou l'histoire de Hostel. Il y en a certains qui vont reprendre l'histoire de Titanic. Vous devez quitter le bateau avant qu'il ne coule. L'escape game que je dirige, les joueurs sont enfermés dans un hôpital psychiatrique et doivent s'évader. Voilà, donc vraiment, tous les styles sont possibles. Et là, c'est vraiment l'imagination des scénaristes et des game designers qui est laissée complètement libre. D'accord. Néanmoins, comment, ce que je disais, mettre les choses à plat, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui va faire démarrer la personne, en fait? Qu'est-ce qui va la pousser à l'action? Alors, quand un groupe arrive dans un escape game, au départ, il y a toujours une phase de briefing pour donner déjà quelques petites consignes, ne pas forcer quoi que ce soit dans la salle, etc. C'est vrai que ça, on pourrait y revenir plus tard, mais on doit nous faire face à des contraintes très concrètes, contrairement au monde virtuel du jeu vidéo. On est obligé de penser notre décor, les objets qui vont être utilisés en termes d'utilisation réelle et de casse possible. Personne ne va se soucier dans un jeu vidéo de savoir si le joueur va détruire le décor, c'est pas possible. Nous, on doit en tenir compte quand on crée les histoires. Et au-delà de ça, donc une fois qu'une équipe arrive sur place, on va la briefer et on va commencer à lui donner des éléments d'immersion avant même que le jeu ne commence. Donc ça peut se faire sous plusieurs formes, ça dépend des enseignes. Chez nous, on va donner un extrait de journal aux joueurs, ça va leur permettre de se plonger dans l'histoire et de leur donner les premiers éléments de compréhension. Dans d'autres escape games, c'est un game master, donc la personne qui va suivre le groupe, qui va l'encadrer tout du long, à distance. C'est avec des caméras et des micros qu'on suit les joueurs dans la salle. Et le game master va d'abord
peut-être jouer un petit rôle et dire voilà, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que vous êtes ma meilleure équipe de cambrioleurs et je vous donne cette mission, vous devez aller récupérer des papiers dans le coffre d'une banque. Et ça pose l'enjeu de base et la mission. D'accord. Donc d'une certaine façon, on se repose aussi sur le souvenir des joueurs, sur des souvenirs qui sont essentiellement des souvenirs cinématographiques, en se disant si on est dans le cadre d'un truc d'un film de cambrioleur, eh ben, il y a plus de chances que par leurs souvenirs de spectateurs de films, ils résolvent cette énigme ou qu'ils comprennent par quel bout la prendre. Pareil avec le film d'horreur, par exemple. Est-ce qu'on se dit parfois que oui, c'est ça, que la culture cinématographique d'un joueur peut l'aider à savoir quelle... L'aider à savoir quoi faire. Alors tout dépend aussi si les énigmes qui ont été créées sont cohérentes avec l'environnement. Ça, c'est vraiment le travail du game designer de faire en sorte que ça soit le mieux intégré possible et que justement les énigmes aient du sens, qu'on ne retrouve pas, je sais pas, des cadenas à des endroits complètement incongrus où on se dirait mais ça dans la vraie vie ça n'existe pas. Mais on peut tout à fait faire une salle avec des éléments qui ne sont pas cohérents et voilà. D'accord. Néanmoins, dans l'idéal, voilà, la salle est préparée en fonction du genre, etc. Et donc, j'imagine que la résolution d'énigmes successives, ça fait comme une partition, quelque part. Enfin, il y a un ordre souhaité dans la résolution d'énigmes. Alors, il y a évidemment un ordre souhaité. Ouais. Après, tout dépend de la façon dont le scénario a été conçu. Mais à mon sens, une bonne salle doit permettre un scénario pas complètement linéaire. L'idée, c'est que l'équipe puisse se séparer en petits groupes et résoudre des énigmes en parallèle. Et que tout le monde soit pas alors on va faire telle action, on attend de l'avoir réussi et puis ensuite on va passer à la suivante. Il faut réussir à délinéariser un petit peu pour que ça soit plus dynamique et pour que ça soit plus complexe aussi. Donc là, on est vraiment dans la disposition d'éléments physiques dans un lieu donné. On peut parler de mise en scène en termes... voilà, je mets en scène les objets d'une certaine façon pour vous permettre, vous, de circuler narrativement dans la partition qu'on vous fait jouer, c'est ça? Oui, il y a une forme de mise en scène dans la façon dont les objets sont disposés, dont le décor est agencé. Il y a un travail de scénographie qui est fait. C'est ça, voilà. Pour contribuer à la meilleure immersion possible. Et il y a une bonne compréhension aussi de l'histoire. Ok. Alors justement, donc, si on aborde la question de la mise en scène, c'est aussi quelque chose qui nous ramène à ce jeu croisé entre cinéma et jeux vidéo, et ça depuis un certain temps. Stéphane, donc, tu avais créé à l'époque le blog Game Parallax, entre autres travaillé par ces questions-là. Est-ce que tu as le souvenir de ce qui t'avait poussé à le faire? J'ai un peu un esprit de contradiction, donc la raison pour laquelle j'avais fait ça, c'est parce que ça me fatiguait de ne pas voir ces éléments traités dans la presse jeux vidéo de manière générale. Donc ça, c'était un peu voilà, c'est pas toujours une bonne raison pour faire ça, quoi. Après, moi, je m'intéresse à la narration un peu sous toutes ses formes, avec effectivement une prédilection pour le cinéma et le jeu vidéo. Et du coup, en fait, la distinction entre chaque, en fait, la distinction entre les médiums. Finalement, on peut se poser la question de si elle est cosmétique. Par exemple, on dit, voilà, Yannick parlait du fait qu'on va partir dans une direction où certains jeux sont du online, donc on se retrouve tous ensemble et en fait on va fraguer ou on fait autre chose, peu importe. C'est ce qu'on voit dans Ready Player One, par exemple, en l'occurrence. Et le truc, c'est que il y a quand même encore une façon de faire venir les gens, par exemple, même dans les escape games ou ce genre de choses. Moi, j'en avais fait un, j'ai pas fait celui de Clémence, mais j'en ai fait un où, en gros, l'idée, c'est effectivement, c'est une enquête. Et en gros, est-ce que ça va être un film d'horreur, est-ce que ça va être un truc. Donc, il y a qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait, comme expérience, c'est ça le truc. Je pense que le cinéma, il y a un peu de ça aussi, mais en fait, on est arrivé à un tel degré, finalement, c'est un médium qui a tellement d'années, en fait, qui a plus de 100 ans et 120 ans maintenant, que finalement on raconte des multiples histoires qui sont quand même très difficiles à caler dans un jeu à proprement parler. C'est-à-dire, par exemple, ça serait intéressant un escape game qui serait une histoire d'amour. Tu vois, là, ça devient compliqué, en fait. Il faut vraiment se poser les questions différemment.
Pareil pour le jeu vidéo, hein, en l'occurrence, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui est constitutif de parce qu'il ne faut pas oublier un truc, en fait, le cinéma, dans le meilleur des cas, tu es actif parce que tu es dedans, tu es immergé dans l'histoire, et là, c'est les meilleurs compteurs qui te plongent dedans. Le jeu vidéo, c'est par essence, en fait. Tu prends la manette, et si en gros le jeu il est pété, bah, tu joues plus, au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes, quoi. Donc tu reposes la manette et tu fais ok, c'est pas Oui, on pourrait c'est pas rétorquer intéressant. que si le film est pété, au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes aussi. Non, parce que en fait, étonnamment, tu as beaucoup de jeux enfin beaucoup de films pardon qui cartonnent et qui sont des films pétés, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a plein. Après, c'est une question, on peut parler de subjectivité si on veut par rapport à ça, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de films où on se pose la question de pourquoi ça a été des si grands succès des années après. Et ça, je pense que quel que soit ce qu'on aime, finalement, en fait, comme on est passif. On a dit qu'on disait pas de mal de Bagdad Café. Hein, Ah bon, donc, d'accord. ouais. Voilà. Ouais. Mais donc le truc, voilà. Alors qu'un jeu, en fait, au final, si tu peux pas avancer dans le jeu, si le jeu il te bloque, en fait, juste parce qu'en fait, tu comprends pas les règles, ou tout simplement, en fait, tu as un mur ou un truc, et bah, tu t'avances pas. Pourquoi je parle de ça? Parce que je parle vraiment du positionnement, et c'est encore une fois, c'est la même chose que l'escape game, en fait. C'est-à-dire que le positionnement du spectateur et le positionnement du joueur, finalement, il est totalement différent. Je t'ai donné cet exemple-là avant qu'on commence, qui est pour moi un bon exemple. Il y a beaucoup de jeux où on se dit bah, GTA, c'est hit. GTA 4, donc GTA 4 notamment, ou GTA 5, voilà. parce que GTA 5 c'est clairement évident, en fait, pardon, le oui. truc global, quoi. Ça se passe à Los Angeles, les mecs ils ont les mêmes costumes et tout ça, etc. Resident Evil, c'est George Romero, enfin voilà, tout. Et ça c'est les raisons pour lesquelles on va faire ces jeux-là. C'est j'ai envie de faire un jeu de zombies comme dans les films de George Romero que j'ai aimé, voilà. Mais après, le problème c'est que si on fait ça, si ça reste que ça, bah, ça n'a aucun intérêt parce que finalement ça existe au cinéma et donc il faut qu'il y ait une composante de gameplay qui... Donc tu viens pour le sujet, tu restes pour le jeu, en fait. C'est vraiment ça, en fait, l'idée, quoi. Et là-dedans, bah, pour moi, ce qui m'intéressait dans la narration, c'est comment tu donnes effectivement pas seulement les informations mais les émotions aux joueurs à travers ce que tu es censé faire. Quand on dit GTA 5 ou GTA 4 c'est hit, dans Hit, pour moi, dans cette scène, par exemple la scène clé de la fusillade, en fait, pour moi, t'es ni Pacino, ni De Niro, ni Val Kilmer, ni aucun des flics. Enfin, t'es vraiment les passants dans la rue qui se prennent les balles qui fusent au-dessus de ta tête et t'es aussi gros geekeux. J'ai jamais vécu cette situation, donc je peux pas comparer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la sensation, je pense, qui est recherchée par Michael Mann. Quand tu joues à GTA, tu es Pacino ou De Niro. Oui. Et Parce qu'on parle d'une narration à la troisième personne, c'est-à-dire via un référent et d'une narration à la de point de première vue, personne. en fait. De point de vue, tout simplement, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question du point de vue. Pourquoi, tout à l'heure, Yann citait Rockstar, pourquoi c'est les maîtres sur ce genre de choses et pourquoi, en fait, ils ont compris quelle couche allait où. Et pourquoi finalement quand tu joues à un jeu Rockstar, même si tu vois absolument toutes les références cinématographiques qu'ils peuvent avoir si tu es vraiment cinéphile, t'as pas l'impression de jouer à Hit, en fait, au final. Parce que tout simplement, en fait, ils ont compris que dans leur système, et y compris dans leur système dans tous les types de systèmes en fait, qu'ils peuvent mettre, il y a la logique de narration environnementale qui est très forte, il y a la logique de boucle de gameplay qui est très forte, il y a, par exemple, il y a un truc qui est complètement cohérent aujourd'hui quand tu joues à un GTA, mais qui permet plusieurs émotions différentes suivant les personnes qui vont jouer. Quand ils ont créé les radios, et que tu vas faire certaines missions, et que tu choisis la radio que tu veux faire, comme c'est intradigétique, ton expérience, mon expérience, l'expérience de n'importe qui dans cette pièce ne sera pas du tout la même. Et en fait, on pourra le lendemain se pointer et dire, tu te rappelles, moi j'ai eu ce morceau de musique à ce moment-là, ça m'a fait penser à ça. Et alors que voilà, il y a comment dire... toi, tu as eu ce morceau, moi j'en ai eu un autre, et ça crée en fait des émotions qui sont complètement différentes. Moi, je me rappelle qu'il y avait un choix dans GTA 4 que je devais faire, et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'écoutais beaucoup la radio serbe là, dans le truc, et du coup j'avais une espèce de pop... j'avais une espèce de pop serbe toute mielleuse à la Britney Spears, mais version Europe de l'Est. Et en fait, je me suis dit, mais cette chanson, elle m'évoque ce choix que je devais faire, en fait, qui était très particulier, alors que normalement, en fait, si j'écoutais ça à part, ça serait complètement ridicule. Je me disais, c'est quoi ce truc de merde? Enfin bref. Donc il y a plein de trucs qui se croisent comme ça, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont totalement compris. Et je pense qu'en plus, ça vient quand même du cinéma, cette logique.
Il y a un réalisateur en fait qui a créé, enfin qui a pas créé, je sais pas s'il l'a créé en tout cas, moi c'est la première fois que j'ai vu ça au cinéma, une radio qui sert de narration au film, et c'est Quentin Tarantino dans Reservoir Dogs. C'est-à-dire qu'il utilise la voix du DJ, il utilise la radio, alors c'est mettre ses chansons, mais c'est totalement intradigétique. Et elle chapitre, voilà. elle chapitre le film déjà, en partie. Oui. Voilà. Donc en fait, lui, il prend de la narration de tous les de la littérature, et en fait, tout simplement, là où je veux en venir, en gros, c'est que je pense que c'est quand un Tarantino fait ça. Dans par exemple Reservoir Dogs ou dans Pulp Fiction, ce genre de choses, quand il change la radio dans le générique de Pulp Fiction, c'est qu'en fait c'est de la pure expérience personnelle. C'est-à-dire c'est dans la vie, qu'est-ce qu'il fait et comment je vais l'intégrer au cinéma. Et je pense que le jeu vidéo, en termes de narration, va aller dans cette direction-là à l'avenir. C'est-à-dire vraiment, on va lâcher un peu les références, on en aura, hein, et ça sera des références qui serviront de market, on va dire, presque, même si on veut, quoi, parce que finalement, quand tu as un jeu qui s'appelle Mafia, tu fais, t'as tout de suite compris ce que tu vas jouer, quoi, tu vas jouer un gangster. En général, si les mecs te proposent pas ça, c'est qu'ils se sont vraiment trompés de cible. Mais par contre, en fait, une fois que ce référencement-là sera dépassé, c'est-à-dire une fois que tu auras acheté le jeu, logiquement, en fait, toutes les expériences de vie qu'on aura, c'est ce qui va commencer à vraiment, enfin, si les jeux sont bons, en fait, les gens vont se nourrir de ces expériences-là, d'un coucher de soleil, je sais pas, d'un sentiment amoureux qu'ils ont pu avoir à un moment donné quand ils écoutaient telle chanson ou qu'ils ont vécu telle situation. Voilà. Et ça, dans les open world, à mon avis, ça va être, c'est la direction que ça va aller pour rendre le truc de plus en plus immersif. Il y a un jeu là qui est sorti là ces derniers mois qui s'appelle Monster Hunter World. Qui n'est pas du tout à la base mon type de jeu. C'est un jeu de chasse voilà, en coop, en plus en coop en multi, quoi, où tu dois t'allier avec des gens pour aller chasser des monstres de plus en plus grands. Et moi, ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est la biosphère. En fait, c'est la façon dont ils ont créé le monde et la façon dont toi, tu vas survivre en tant que chasseur dans ce truc, et qui est hyper réaliste, non, parce que c'est pas un jeu réaliste, c'est un jeu de fantasy, mais qui est hyper immersif, en fait, parce que tu commences à ressentir les sensations, tu sens même limite la forêt tropicale, ce genre de choses, en fait. Et ça, c'est assez. Si je peux me permettre, pour aller dans le sens de Stéphane, je pense que l'enjeu, il est là, la bascule, elle est là, du cinéma vers le jeu vidéo. Outre le fait qu'évidemment, le jeu vidéo, c'est une palissade, c'est l'interactivité qui fait la différence, mais ce que tu appelles une immersion, moi, je parlerais système, en fait. C'est-à-dire que cette immersion, on pouvait la ressentir en jouant à Baldur's Gate ou en jouant à l'époque, Final Fantasy, il y avait les codes du jeu vidéo de l'époque, et ça ne nous empêchait pas de nous sentir complètement immergés dans l'histoire. Évidemment, aujourd'hui, ça devient de plus en plus réaliste, complexe, donc on a ce sentiment-là. Mais en réalité, j'ai l'impression, vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais que la bascule, elle est venue à partir du moment où il y a eu la notion d'émergence qui a été comprise, qui a été révélée. Là, moi, je peux te dire qu'elle est encore aujourd'hui réellement en friche comme réflexion. Mais c'est ça qui suscite tous ces débats sur narration, pas narration. C'est-à-dire que on va peut-être s'arrêter sur la définition de ce qu'on appelle le gameplay émergent. Alors, le gameplay émergent, c'est grosso modo des situations, des actions que le joueur fait qui n'ont pas été anticipées par le développeur. C'est-à-dire pendant très longtemps, je donne l'exemple toujours qui est complètement à la con. Bon, ça, c'est des exemples qu'on se donne des fois à Ubisoft. C'est dans la plupart des jeux avant, tu rentrais dans une pièce et le développeur a décidé qu'à partir du moment où tu mettais ton pied dans la pièce, il y avait un dragon, un fantôme qui arrivait et qui te tapait. Toi, demain, tu joues au même jeu que je venais de jouer, il t'arrive la même chose. C'est prévu. Et ça, c'est Resident Evil. C'est un exemple typique. Tu rentres dans le couloir, tu sais que les chiens ils vont péter la fenêtre et ton pote, il va faire exactement la même chose. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en créant des systèmes autonomes, après ça c'était lié à l'IA et tout ça, donc par exemple, tu regardes n'importe quel jeu d'Ubisoft, mais pas que les GTA et tous les open world aujourd'hui, le nombre de systèmes autonomes sont plus ou moins importants, mais un truc classique, dans un open world, tu vas avoir soit des animaux qui ont leur propre IA. On leur a dit que vous vous baladez d'un point A à un point B, puis vous revenez, vous faites une boucle où tel ennemi, il va aller se coucher, puis il va monter la garde, puis il va aller se coucher, et il fait toujours ça. Et il a quelques règles qui déterminent son système, qui est de dire, si un animal s'approche de toi à moins de 2 mètres, tu l'attaques. Si c'est un pote qui s'approche de toi, tu l'attaques pas. Si c'est le joueur qui s'approche, tu lui tires dessus. Bon, là, je suis vraiment en mode super basique dans l'explication. Mais du coup, quand on a commencé à juxtaposer des systèmes, et que ces règles, du coup, interagissaient les unes avec les autres, indépendamment du joueur, ça permettait de se créer ce qu'on appelle du gameplay émergent. Je te donne un exemple, tu prends Far Cry. Far Cry, tu as un outpost, tu as des ennemis qui se baladent dans l'outpost, tu te dis,
je vais y aller en 12D, je vais les attaquer. Puis tu t'es pas rendu compte qu'il y avait un crocodile qui, lui, est un autre système autonome, qui est en train de se balader, sauf qu'il passe près de toi. Donc lui, dans ses règles, c'est, il y a un mec, tu l'attaques. Tout d'un coup, tu te fais attaquer par ça, tu essayes de fuir, tu t'approches du camp, les mecs te voient, ils te tirent. Et ça devient une espèce de shitstorm pas possible. Ça peut durer un quart d'heure et tu fuis, tu prends la caisse, mais là tu tombes sur une autre patrouille et bam bam bam, ils tirent dessus, puis t'as un éléphant qui arrive. Et c'est infini, la boucle est infinie de possibilités. Et tout ce qui t'arrive dans cette séquence-là, le développeur l'a pas anticipé. Le développeur, il a posé des systèmes, il a posé des règles, il pose aussi des outils. Un autre exemple, je donne un exemple de Far Cry parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais dans Far Cry, ils ont eu cette idée toute bête à un moment donné, ils ne le disent pas aux joueurs. Les véhicules, si tu t'approches et tu te mets accroupi devant le véhicule, tu peux enlever entre guillemets, le frein à main. Bah, tout d'un coup, tu dis, ah putain, la bagnole, elle est en haut de la colline, j'ai l'outpost en bas, tiens, je fais ça, je mets une bombe sur la bagnole, je pousse la voiture. Et il se passe un truc qui n'était pas forcément anticipé. Ouais, précalculé, ouais, c'est ça. Ça n'est pas que tu allais aborder cet outpost de cette manière. Et tu peux l'aborder de 1000 manières. Et quand je dis qu'on en arrive là, c'est ça les grands débats, mais qui ne sont pas forcément des débats de confrontation. Il y a de la place pour tout dans le jeu vidéo. Il y a de la place pour la narration mais surtout, voilà, à l'ancienne. Mais beaucoup, aujourd'hui, se rendent compte, si tu veux, des incroyables possibilités de l'émergence. Et aussi, toujours par rapport aux joueurs, c'est-à-dire aussi de s'être aperçu que... On ne te raconte pas une histoire, voilà. Je me raconte ma propre histoire. En s'apercevant que le gameplay émergent crée chez le joueur des émotions qui étaient inédites. Voilà. Et ce qui est hallucinant, moi j'en parle des fois avec des designers, tout ça, ça les fait marrer parce qu'ils croisent les doigts, tu vois, ils se disent maintenant, alors je vais mettre cette possibilité-là, je vais mettre ce petit truc-là, je sais pas ce qui va se passer. Les mecs de GTA, au début, ils te disaient la même chose, ils se doutaient pas que des mecs allaient monter avec une bagnole en haut d'un immeuble, sauter, réussir à atteindre l'autre truc. Et dans GTA, il y a carrément un exemple frappant, c'est là où ils se sont rendus compte, c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de complètement différent, c'est quand ils se sont rendus compte qu'ils jouaient eux-mêmes comme ça dans le studio pendant qu'ils développaient, quoi, sur les prostituées. Alors, il y a des personnages parce que bon, donc c'est GTA, voilà, vous jouez des criminels, donc il y a une recréation urbaine. Et ils ont décidé de rajouter des prostituées comme des personnages non jouables. Et à un moment donné, en fait, il y a la possibilité de se taper une prostituée. De la payer. Voilà, et c'est ça. Et en fait, quand un des développeurs en fait, a décidé parce que chaque personnage peut mourir, chaque PNJ peut être tué en fait, par le joueur dans le jeu. Quand un des développeurs en fait était en train de tester le truc, il s'est rendu compte qu'il pouvait tuer la prostituée et récupérer son pognon derrière. En fait, voilà. Et là, c'est devenu un truc assez dingue dans leur esprit, parce qu'ils se sont dit, ah d'accord, on a ouvert plus ou moins une espèce de boîte de Pandore. Ce qui, d'ailleurs, médiatiquement, est devenu, pour les gens qui ne jouaient pas au jeu, était devenu un élément du jeu. Voilà, alors que fondamentalement, une fois que tu l'as fait 2 fois dans le jeu, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'empêche pas. Parce que là, on parle de narration nouveau, donc tu as ces 2 questions-là, et je rebondirai sur un truc où toi, je pense que tu auras des choses intéressantes à dire là-dessus, c'est que malgré tout, même dans un jeu vidéo qui va créer de l'émergence, même dans un jeu vidéo où c'est toi qui te racontes ta propre histoire, et donc là, pour le coup, tu te distingues du cinéma complètement, la mise en scène propre au cinéma a son importance. La lumière, tu parlais de la lumière, tu pourras en parler probablement mieux que moi, mais aujourd'hui, tu vas te retrouver dans un espace comme ça la nuit. Le développeur, même s'il ne veut pas te diriger, il va utiliser la lumière, il va utiliser les couleurs, il va utiliser de nombreux éléments qui sont de la même façon qu'on compose un cadre dans le cinéma pour te donner des indications. Tu vois, te dire juste, la lumière potentiellement va m'amener là. Ça, c'est potentiellement une couleur de danger ou une couleur comme ça. Tu vois, donc c'est intéressant aussi. Là, on est dans le narrative design. C'est quelque chose qui, par exemple, parce que je pense que demain, si tu sors un jeu en monde ouvert et tu donnes aucune indication, tu donnes aucune quête, tu n'expliques rien du contexte. Ça peut marcher avec des mécaniques du coup qui fonctionnent pas, mais souvent il y aura un manque. Et en fait, c'est ce qui arrive parfois avec des jeux open world où tu n'arrives pas à contrôler les joueurs comme tu aimerais, parce que c'est beaucoup plus compliqué du coup par rapport à des jeux comme Life is Strange. Parce que ils veulent pas le contrôler. Ouais, tout à fait. Mais il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, justement en imbriquant toutes ces briques-là. C'est un boulot énorme avec des équipes impressionnantes. Là où, par exemple, tu citais Far Cry. Il y a quand même, tu vois, il y a des cinématiques dans Far Cry. Du coup, je pense qu'il y a aussi ce moment où vous vous demandez, est-ce qu'on veut finalement raconter une histoire ou pas, ou est-ce qu'on veut juste que les gens s'amusent? Je pense que vous voulez avoir les deux aussi, c'est-à-dire tout en suivant cette histoire-là, que les gens puissent s'amuser, faire un peu ce qu'ils veulent et créer leur propre histoire avec ces mécaniques-là. Et du coup,
Des fois, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on s'habitue dans Far Cry à jouer, à faire ce qu'on veut. Et puis là, une ciné. C'est mais- le principe que GTA. Ouais, voilà. Voilà, exactement. Et pourquoi GTA a choisi de faire des cinématiques avec des caméras et tout, c'est je pense qu'ils ont ce besoin-là aussi à un moment, de recadrer, parce qu'ils veulent raconter quelque chose. Est-ce que ça marcherait sans peut-être qu'à un moment ça va arriver. Mais c'est intéressant en tout cas de... Mais, juste, Alors, là-dessus, je vous laisse sombrer. Je pense que là aussi, alors là, c'est des choix industriels, véritablement. C'est-à-dire que à Ubisoft, le responsable création monde a des objectifs d'open world qui vont pousser les systèmes au maximum. Donc, si tu veux, je pense que GTA a clairement cette volonté de raconter une histoire et de la mêler avec du gameplay émergent, ce qu'on appelle les sandbox, qui permet aux joueurs de faire ce qu'ils veulent, mais en même temps de poursuivre une histoire. Chez Ubisoft, ils le font toujours, bien évidemment, parce que je pense que c'est déjà difficile, c'est difficile d'appréhender un jeu où on n'a pas ça. Comme tu le dis, et ça existe pourtant les jeux où il n'y a rien. Je veux dire, mais ça existe sur PC. Le gros challenge aujourd'hui pour des boîtes aussi grosses que Ubisoft ou EA, c'est arriver à faire des AAA qui pourraient être totalement systémiques, sans avoir besoin de narration, mais que c'est encore en phase de recherche, c'est encore en phase de réflexion. Il y a des gens qui croient qu'on peut tout faire passer avec la singularité, la spécificité du médium jeu vidéo, et d'autres qui se disent non, on a besoin de la narration, on a besoin d'accompagner le joueur parce que le joueur serait perdu ou parce qu'on a besoin de raconter l'histoire. C'est juste vraiment Oui, des perspectives on pourrait en différentes qui dire ne sont pas autant. forcément opposées, On mais pourrait je oui. pense que la recherche aujourd'hui, elle est là-dessus. On pourrait en dire autant du cinéma qui a eu besoin d'avoir des génériques, d'avoir des voix, enfin, des dialogues, des choses qui étaient déjà préexistantes à ce qu'il est en tant que média. Et Mais sur- c'est-à-dire- sur le repère visuel dont tu parlais, les Ouais. lumières, je pense que c'est pareil en escape game aussi, dans une salle où tu vois, parce que t'as beau lancer le joueur, que ce soit dans la salle de escape game ou dans l'open world de Far Cry, où il va, qu'est-ce qu'il fait, donc tu vas faire un feu de camp pour montrer qu'il y a un camp, tu vas mettre un mirador un peu haut pour être sûr qu'il le voit, ce genre de choses. Nous, c'est pareil. Le problème d'un joueur, c'est qu'il fait ce qu'il veut quand même. C'est pour ça que c'est beaucoup. Enfin, moi, je trouve plus intéressant et par contre compliqué par rapport à un film. Comme tu disais tout à l'heure, Steph, c'est passif. Le spectateur, tu sais qu'il va rentrer au début, sortir à la fin du film, il reste 1h30 devant. Nous, on ne sait pas ce qu'il va faire le joueur. Il va arriver dans un campus où tu as prévu qu'il traverse le campus, qu'il rentre là, qu'il sorte là, mais en fait, non. Il va aller là-bas. Il va vouloir discuter avec tous les gens que tu as mis là, mais non, mais j'ai pas prévu de dialogue, moi je veux pas qu'il aille leur parler, je veux qu'il sorte. Ouais, bah non, je fais ce que je veux. Donc il va là-bas, il attend 1 heure là. Du coup, si t'as pas de cycle jour-nuit, tu perds de la cohérence. Enfin, ouais, il y a tous ces trucs de l'interactivité qui posent énormément de questions. Et c'est là où souvent on utilise, comme tu disais, des choses qui viennent du cinéma. C'est donc une lumière, c'est un mec qui ouvre la porte qui fait ouais, qu'est-ce que tu fous, viens ici. Voilà, ce genre de petites astuces. Ou des objets, ou un mec qui te force, et du coup là on coupe l'action du joueur et on l'emmène de force, on le fait sortir de la salle. Enfin voilà, c'est des choses, l'interactivité pose d'autres questions, et le cinéma parfois est une des réponses, mais c'est pas forcément la bonne déjà. Et mais en tout cas c'est à ce moment-là souvent où nous on récupère aussi cet outil qu'est le cinéma en disant ok, on va faire une cinématique aussi. Parce que là, ce moment et cette info est importante, et on trouve que de la faire passer d'une autre façon, c'est pas assez puissant ou c'est pas la bonne méthode, quoi. D'accord. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu, au tournant des années 90-2000, une espèce de nouveau Graal pour les développeurs de jeux vidéo, qui était la question donc, de l'émotion. Comment atteindre l'émotion? Alors, ça avait commencé plus ou moins avec la mort de la petite marchande de Final Fantasy 8, 7, 8, 7, ouais. Celle qui tient comme ça dans les bras. Voilà, qui a fait pleurer dans les chaumières. On a eu le jeu Aiko aussi, qui avait pas mal fait son petit effet à ce niveau-là. Et tout d'un coup, c'était un peu le nouveau Graal. Et j'avais l'impression qu'on l'a souvent cherché, ce Graal, en le comparant à l'émotion spécifique ressentie devant un film ou devant une pièce de théâtre, mais en oubliant les émotions qui sont liées au gameplay. C'est-à-dire que tout le monde voulait faire pleurer. Parce que c'est des émotions que le jeu vidéo n'a pas encore fondamentalement réussi à reproduire. On est dans des émotions primaires. Souvent, on te dit dans le jeu vidéo, il faut penser comme un enfant. Faut être candide, il faut prendre un objet, et tu vois les réactions que tu as. Pourquoi il y a autant de jeux de shoot
Parce que c'est le premier truc, finalement, le plus galvanisant, simplement. C'est tu tires, tu as un sentiment de puissance. Alors, tu vas pouvoir jouer sur la peur, tu vas pouvoir jouer sur la surprise, tu vas pouvoir jouer sur quelques éléments comme ça. Ça ne veut pas dire, tu vois, l'exemple que tu donnes de Final. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, pourquoi il a marqué les trucs, c'est pas parce que la petite fille, elle est morte. C'est parce que tu l'as level up pendant la moitié du jeu. Donc là, c'était super malin. Et sa mort était mise en scène dans une cinématique, enfin dans un modèle de cinématique. Mais tu étais vénère parce que tu t'étais... Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était quand vous faites Life is Strange, vous êtes en quête d'une émotion. En tout cas, du souvenir d'une émotion cinématographique. Pourquoi finalement regarder du côté du cinéma et pas du côté du jeu vidéo? Mais alors, là, ce que tu dis sur Final Fantasy VII, c'est intéressant. Pourquoi ils ont fait une cinématique, par exemple? Tu vois, ils auraient pu... bon, ils faisaient 3 pixels à l'époque, les persos. Hein. Si vous regardez Final Fantasy, c'est quand même compliqué maintenant. Mais là, tu l'as fait mourir en gameplay, tu te promènes, tu vois le corps inerte à côté de toi. Bah moi, je suis pas sûr que ça marche. Ça n'aurait pas marché, effectivement. Il y avait la dramatisation du montage. Tout à l'heure, des fois, pour moi, c'est pas forcément un échec, c'est juste un choix de mise en scène, comme le garder en gameplay, c'est un autre choix. Et moi, je pense que ça a marqué pour ça, parce qu'à l'époque, c'était les plus belles images en CG du monde. Et en plus, ce personnage auquel tu es attaché, tu le perds dans ces conditions-là. Donc ça, je trouve que ça marche bien. Après, pour ce qui est l'émotion, c'est un peu quand même... bon. Tout le monde dit on va faire de l'émotion dans le jeu vidéo. Moi, ça va, j'en ai eu depuis que je suis ado, hein, dans n'importe quel jeu. Oui. Après, c'est en effet, comme tu disais, ça peut être la peur, ça peut être plein de choses. Moi, je sais que par exemple, le plus Kiko, c'est Shadow of the Colossus. Il y en a plein, je pense, ici, dans la salle, qui ont eu une émotion de malade quand ils ont tué le premier colosse. Bah, c'est quoi Je pense pas que ce soit de la peur, je pense pas que ce soit. La mélancolie. Voilà, il y a un truc qui est vraiment unique. Et là, c'est pas dans main, c'est ta faute. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et moi, je trouve que. Il y a déjà plein d'exemples depuis des années et je pense que ça va continuer. La VR, clairement, est un des moyens aussi. Enfin, c'est assez impressionnant. Bon, après, c'est peut-être pour d'autres raisons, c'est l'immersion, mais il y a cette même chose, ce même aspect interactif qui, du coup, tout devient plus fort, quoi. Voilà, il y a eu plein d'expériences qui ont été projetées ici, qui sont assez hallucinantes. Celle du 11 septembre, par exemple, où tu es dans une détour en VR. Tout est moche, mais c'est horrible, quoi. C'est impossible de te dire que tu es dans un vrai décor, et pourtant ça marche. Et donc et c'est ça qui est fort avec le jeu vidéo, je trouve, c'est qu'à l'époque, Final Fantasy, c'était moche. Je pense que les jeux là, ils sont moches. Enfin, dans 10 ans, ils seront moches. Et ça marche quand même. En fait. Mais c'est le pouvoir de persuasion du truc. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je pense que là, dans tout ce qu'on a dit, il y a pas mal de problématiques d'équilibre aussi derrière. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme c'est un jeu, le jeu vidéo, il y a quand même aussi un rapport, encore une fois, où tu dois avoir une certaine satisfaction qui doit ressortir. Et en fait, par exemple, les systèmes dont tu parles, il y a des jeux où ils sont allés beaucoup trop loin parfois, en fait, dans le sentiment négatif et dans l'aspect punitif, et d'un seul coup, justement, ça fait partie des trucs dont je disais, à un moment donné, si le jeu il est pété, tu n'as plus envie d'y jouer parce que tu ressors et tu es déprimé, en fait. Tu te dis, mais j'ai pas de... Il faut se poser la question de pourquoi tu joues aux jeux vidéo aussi, c'est ça le truc, quoi. Et pareil, enfin, un escape game, imagine, tu rentres, en fait, et Clémence, elle te donne les clés du truc, elle t'a tout dit au bout de 5 minutes, bah t'es pas content, en fait, tu dis, merde, voilà, c'est obligé de prendre en compte le comment dire... Alors on va y revenir juste à l'escape game, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse on va dire, dans le passage du cinéma aux jeux vidéo et donc à l'escape game aussi, qui est la question du tempo. Puisque donc l'émotion au cinéma, on sait, après un siècle et demi, qu'elle est essentiellement designée par le tempo, donc le travail du découpage notamment, mais aussi dans la façon avec laquelle les comédiens vont déclamer telle ou telle phrase. Et bon, si ça arrive pile poil au moment où le cœur est prêt, on va dire, l'émotion peut surgir, et parfois même assez brutalement et d'une façon surprenante. On l'a vu dans le dernier film de Bayona, où tout le monde se met à pleurer sur une séquence où personne ne s'attendait à pleurer. Mais c'est vraiment le secret, on va dire, c'est le tempo. Comment on crée, comment on retrouve ce tempo dans quelque chose où on laisse la personne libre de choisir Alors, de plusieurs façons. Déjà, effectivement, l'écriture en soi du scénario, le game design derrière, joue un rôle là-dessus, parce que le fait qu'on choisisse de faire des énigmes linéaires ou au contraire qui peuvent être résolues en parallèle, ça va jouer sur le rythme du jeu. La difficulté des énigmes en soi a un impact aussi, parce qu'on peut avoir des énigmes de grande ampleur qui vont prendre du temps, on va en avoir des beaucoup plus simples. Donc
ça rythme le Ouais. jeu. Mais au-delà de tout ça, il y a un élément qui est primordial, et c'est un élément humain, puisque c'est le Game Master. Le Game Master, c'est la personne qui accompagne son équipe du début à la fin. Donc une fois que l'équipe est enfermée dans le décor, le Game Master, lui, va derrière son ordinateur et grâce à des micros et des caméras placés partout dans la salle, va suivre le déroulé du jeu et ce que fait l'équipe. Et c'est une personne, c'est un élément essentiel du jeu, même s'il est en retrait et qu'on ne le voit pas, parce que c'est lui qui va décider de donner des indices lorsqu'il juge que c'est nécessaire ou non. Et donc, ça veut dire qu'il doit être attentif en permanence pour savoir qu'est-ce que son équipe a compris, qu'est-ce qu'elle a trouvé, où elle en est dans l'histoire, et quel est l'indice le plus approprié. Il ne faut pas donner les indices trop tôt, sinon c'est frustrant. On ne peut pas tout donner tout de suite. Il ne faut pas les donner trop tard non plus, parce que l'objectif, c'est quand même que les équipes s'amusent. Et que si on piétine pendant 3 quarts d'heure sur la même énigme, ça n'a pas grand intérêt. Et il les sent émotionnellement Et aussi. donc, il doit sentir la façon dont les joueurs vont se positionner. Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'il ne faut pas les calmer là parce qu'ils sont un petit peu trop enthousiastes et qu'ils commencent à tout casser à l'intérieur de la salle? C'est rare, mais ça arrive. Donc le Game Master a vraiment ce rôle très très important du rythme. Et une partie qui est bien gérée, et qui est bien suivie, avec des indices donnés au bon moment, ça permet de faire sortir une équipe avec un sentiment très intense, parce qu'ils sont sortis pas très loin de la fin. Il y a certains escape games qui créent cette impression de sortir vraiment à la dernière seconde de façon un peu artificielle, avec des énigmes qui vraiment bloquent les joueurs, et tant que ça n'a pas été résolu, ils ne peuvent pas progresser. Bon, ça c'est un choix, mais en tout cas le rôle du Game Master, joue vraiment énormément. Et finalement, il a tout pouvoir sur son équipe quand l'équipe est à l'intérieur. Parce que s'il décide que non, ils n'ont pas été sympas, donc je vais les laisser mariner encore 20 minutes, l'équipe peut ne pas terminer le jeu, être frustrée et sortir en faisant grave la gueule. À côté de ça, s'il a bien mené sa barque, il aura su percevoir. Eux, là, je vois qu'ils se débrouillent bien. Je vois que sur telle énigme, ils prennent un petit peu de retard, mais je pense qu'ils sont en mesure, ils ont les capacités de comprendre et d'aller au bout, même si je leur donne juste un tout petit coup de pouce. Ça, ils pourront le résoudre tout seuls, ce qui est toujours beaucoup plus gratifiant. Et donc, voilà, le rôle du Game Master. Donc, il y a quand même l'idée de jouer une partition, en fait, quelque part. C'est comme le moteur du jeu, quoi. En fait, il automatise tout. Il a les règles et il les déclenche comme il veut. Nous, c'est un moteur qui va le faire finalement. Le joueur, il passe un trigger ou il passe quelque chose et tu déclenches la suite. Là, c'est pareil. C'est ça. Est-ce qu'il existe des escape games sans maître de jeu ou pas du tout? Non, ça n'existe pas aujourd'hui, justement parce que il y a je pense que on nous a parfois demandé est-ce que vous voulez pas automatiser, mettre des indices. Mais en fait, on est obligé de s'adapter à chaque équipe parce que justement, là, la part d'analyse humaine est super importante. Pour être dans la tête de ton joueur et savoir ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris et quel est son raisonnement. Tout à l'heure, tu disais qu'on ne prévoit jamais ce que les joueurs vont faire. Nous, on est face au même problème. Et on a fait en sorte que les choses soient souvent évidentes. Et même malgré ça, on a des joueurs qui partent dans des raisonnements complètement tarabiscotés. Et on se dit, il faut qu'on arrive à les sortir de ça, à les remettre sur la voie sans non plus tout dire de façon trop explicite. Mais c'est marrant, nous on a exactement la même réflexion, les designers ont exactement la même chose quand ils créent une scène, une séquence avec des puzzles. Moi j'aimerais être à la place qu'on puisse envoyer quelqu'un dans chaque chambre du mec qui est en train de jouer à notre jeu, tu vois, pour comprendre comment il joue. Sauf que nous on n'y est pas, donc c'est des règles qu'on se pose ces questions-là, on fait des tests pour voir comment il s'en sort et tout, mais c'est vraiment la même réflexion de se dire est-ce que le joueur va penser de cette façon-là? Si jamais il pense de cette façon-là, mais du coup il fait ci, fait ça, donc pareil, il y a tout ce truc des appels, de le pousser ou pas, de trouver peut-être la fin obligatoire qu'on sort au bout d'un quart d'heure. Vous, c'est pareil, peut-être vous les chassez tous au bout d'un quart d'heure, vous lancez l'apocalypse, ils sont tous morts, ils sortent de la pièce. Il y a ce truc un peu de fin, et entre ce moyen un peu extrême et les autres, il faut trouver plein d'indices à donner, de puzzles à suivre et tout ça, mais c'est assez complexe de penser à toutes les façons d'où le joueur pourra vivre la séquence qu'on veut vivre. Parce que tu parlais de faire ressentir une certaine émotion, tu feras pas
pareil, une scène où par exemple tu veux créer de la tension, donc mettons que tu te retrouves de nuit quelque part et quelqu'un te recherche avec une lampe ou n'importe quoi, voilà, on veut créer une tension dans cette séquence-là, du coup du stress, etc. Juste après, si tu as une séquence où tu t'es réfugié quelque part, du coup en tant que joueur, tu sais que tu n'as plus de menace, donc tu vois, ça te crée un ressenti de joueur vachement différent. Et c'est quelque chose, nous, en tout cas dans Life is Strange, qui était plus simple parce qu'on avait des épisodes de 2 heures environ, 2-3 heures. Là où un film, c'est 1h30, ça commence, ça se finit, le réalisateur il maîtrise tout. En gros, le mec il est complètement passif. Là, un jeu, par exemple les jeux Ubi dont tu parlais, 60 heures, comment tu veux, il jouera jamais d'une traite, et c'est pas le but. Mais du coup, si tu as une scène qui arrive après une autre, tu vois, il s'arrête, sa copine rentre, il veut rentrer, il va aux toilettes, il va les bouffer. Il coupe le jeu en plein milieu, entre deux scènes que toi tu avais prévues, super émotives, liées et tout. Et nous, c'était un truc, l'épisodique aussi servait à ça. C'était, moi, tous ceux à qui je parlais, à chaque fois, je leur disais, essayez de faire l'épisode en une fois. Je dis, c'est parfois compliqué, mais c'est aussi pour ça que nous, on voulait ce format-là, c'est que c'est la durée d'un film. On a tous moins le temps de jouer. Allez, au lieu de regarder un film, on joue à un jeu. Parce que ça va durer 2-3 heures. Mais au moins, le rythme narratif de l'épisode et l'émotion qu'on veut faire passer dans chaque scène va correspondre à ce que moi, designer, j'ai eu envie que... la façon, en tout cas, j'ai imaginé la façon dont tu joues. Et des fois, c'est très dur dans un jeu long de maîtriser ça, quoi. Et des fois, je sais, tu le vois, mais on le voit sur des let's play ou des trucs comme ça, il rate un truc... on s'est dit merde quoi, c'était le moment, je sais pas, l'attaque de la base et t'as fait exprès qu'ils aient 5 minutes tranquilles dans la base avant pour profiter et que du coup l'attaque soit d'autant plus forte. Ils font les 5 minutes, ils se barrent, ils jouent un mois après une attaque, tu vois, ça n'a pas du tout le même impact quoi. Et c'est vraiment quelque chose dans le jeu vidéo qui est dur à appréhender. Enfin, c'est aussi tout l'intérêt du design et de l'interactivité, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas et que je pense qu'on a évidemment en escape game et en jeu. Je rebondis 2 secondes. Juste, ça qui est intéressant, c'est la façon même dont tu poses la question et la façon dont tu évoques la scène qu'on ne maîtrise pas ce tempo-là, qu'on n'a pas prévu. Une des réponses, c'est encore une fois l'émergence, si tu veux, qui est... Alors, moi, je suis un défenseur de l'émergence. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les jeux narratifs, j'adore les jeux narratifs. Mais je suis un défenseur de l'émergence parce que, justement, elle résout beaucoup de ces problématiques-là, fondamentalement. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, quand on est dans un GTA, quand on est dans un Far Cry, dans tous ces jeux-là, qui ont des cinématiques et une campagne et une histoire qu'on te raconte. Les mecs se posent cette question. Effectivement, alors comment on va faire alors qu'on veut qu'il y ait un crescendo là, mais on ne peut pas faire un crescendo parce que le mec, il va faire 15 casquettes secondaires à côté. Et c'est ça qui pousse certaines personnes à se dire il faut sortir complètement de ces résiduels du cinéma pour aller vers une singularité du jeu vidéo qui est de se dire à partir du moment où on a un monde, à partir du moment où on a un contexte, à partir du moment où on a des règles, le joueur fait ce qu'il veut, il gère son tempo comme il veut. Tu parlais de Monster Hunter, qui est un jeu que j'adore et qui est encore effectivement narratif. Tu peux avoir envie de te dire je vais me balader dans la forêt et récolter des fleurs, ou je vais aller me chasser un monstre. Chaque monstre va offrir un tempo complètement différent dans sa chasse, comme tu vas avoir le côté tranquillou, j'ai envie de me décompresser dans le monde et de me balader. Donc c'est moi qui détermine la rythmique, c'est moi qui détermine le tempo que j'ai envie d'avoir, parce que je suis maître de mon avatar, maître du jeu que je fais. Et c'est 2 écoles qu'il y a dans le jeu vidéo. Une école où on pousse le joueur à être maître de lui-même, et une école où tu as des créateurs qui ont envie de raconter une histoire et essayer de trouver les meilleurs moyens pour offrir de l'interactivité tout en faisant rentrer les gens dans un tempo, une dynamique qu'ils aimeraient avoir. Et chacun a ses problématiques et chacun a ses complexités à gérer. Après, il faut peut-être préciser un truc, c'est que quand on fait la comparaison avec le cinéma, encore une fois, comme on l'a dit, a 120 ans, donc en fait, il y a beaucoup de précédents en fait, qui font que finalement, pour trouver une solution à une scène qui ne fonctionne pas sur le papier, on peut éventuellement aller voir ailleurs et rebondir dessus, quoi. Le jeu vidéo, ça fait 45 ans que ça existe, en gros, vraiment, en tout cas en termes industriels. Et le truc, c'est que tous les questionnements qui se posent, en fait, t'as l'impression qu'on est dans un espèce de truc où, et là je pense à Ubi, quelque part aussi, dans leur fonctionnement, quoi. Et c'est pertinent, parce que il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui va définir le jeu vidéo en tant que jeu vidéo, en tant que médium, quoi. Mais en fait, t'as l'impression qu'il y a la volonté d'avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, tout, quoi. Et en fait, de dire que dans ce jeu-là, t'auras tout dans ce jeu-là. Sauf que aucun film ne propose tout. Donc aucun jeu n'est censé proposer tout non plus, quoi. Et pour moi, justement, en fait,
la question de l'expérience et la question de la temporalité. Par exemple, quand je prends je parle beaucoup de Rockstar en général, mais parce que c'est encore une fois pour moi c'est high level quoi. C'est que les types se posent la question de quand on parlait des systèmes et de ce que le joueur peut faire dans un jeu. Rockstar, par exemple, quand il déclenche une cinématique, il se démerde pour que ce que toi, en tant que joueur, ce que tu peux faire, par exemple, shooter ou conduire une bagnole, et t'as pas de cinématique de shoot ou de bagnole. Donc d'un seul coup, en fait, c'est une vraie plus-value. Pour moi, en tout cas, quand je me retrouve dans cette expérience-là, parce que je me dis, ok, donc je me concentre sur autre chose. C'est pas c'est pas le jeu qui est en train de faire quelque chose à ma place. Donc du coup. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que ce genre de jeux vont vraiment disparaître aussi, parce que je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent être à un moment donné à alpaguer. Et après, il y a aussi la considération effectivement du temps que tu perds là-dedans, quoi, tout simplement. Et est-ce que tu as envie de le perdre là-dedans? C'est-à-dire que quand GTA 5 est sorti, quand GTA 5 est sorti, quand GTA 5 est sorti, il y a quand même aussi un truc industriel qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les jeux, pendant 3 ou 4 mois, n'ont plus vendu. Et je pense pas que ça soit une question que d'un seul coup, en fait, parce que GTA, si tu veux, tu le finis en 2 semaines. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as envie de perdre du temps dedans vraiment, et d'un seul coup, en fait, tous les jeux qui suivent derrière, en fait, peuvent te paraître fades parce que l'univers en question est tellement riche et tellement cohérent, alors que pourtant, c'est censé être une satire de Los Angeles. Mais attention, moi Voilà. je n'ai jamais dit que l'émergence c'est le devenir du jeu vidéo, si tu veux. Je n'ai jamais dit Ça crée d'autres problèmes, surtout parce qu'en non, fait, mais il j'ai faut jamais pas dit ça. péter les trucs. La narration est quelque chose qui, depuis la nuit des temps, elle existera toujours. On en aura toujours C'est ça le absolument truc. besoin. Je dis juste qu'aujourd'hui, des gens se posent véritablement la question de quelle est la singularité du jeu vidéo. Est-ce que la singularité du jeu vidéo implique, comme d'autres formes d'art qui ont emprunté à d'autres formes d'art, le cinéma a emprunté à d'autres formes d'art, est-ce que c'est constitutif du jeu vidéo une narration inspirée d'autres formes d'art antérieures? Est-ce que le jeu vidéo, par son interactivité, lui permet de développer ce qu'on appellera peut-être autrement qu'une narration? On l'appelle émergence pour l'instant, ça peut être autre chose. Tu vois, c'est ça la question qui se pose. Et elle est intéressante pour la raison que tu dis, parce que c'est un art jeune, parce que c'est un art qui se cherche, parce que c'est comme avant, on disait bien du théâtre filmé. Donc je veux dire, aujourd'hui on peut dire du jeu vidéo cinématographique, mais un jour peut-être on lui trouvera une singularité qui lui permettra de s'affranchir de choses qui aujourd'hui nous semblent impératives pour véhiculer de l'intérêt, de la dynamique, de l'émotion. Moi, ma conviction personnelle pour le coup en ce qui me concerne, c'est que je pense que le jeu vidéo est capable de s'émanciper de ça. Totalement. Je pense que des jeux qui ne sont pas des jeux populaires, qui ne sont pas des jeux encore mass market, et il y a des tonnes de jeux indépendants qui sortent, qui travaillent les émotions de façon complètement différente et spécifiquement à travers le médium et son interactivité. Ok. Je pense que justement ça va nous mener à peut-être à ce qui sera le dernier point de notre conférence, qui est la question des conventions. Le cinéma s'est affranchi peu à peu du théâtre, de la littérature et de tout ce qui, a priori, l'inspirait, en recourant à des conventions comprises par le public, qui n'avaient plus besoin qu'on lui explique certaines choses. Donc on n'avait plus besoin de montrer quelqu'un aller d'un lieu à un autre. Le découpage séquentiel avait fait son apparition. Le spectateur comprenait qu'il était passé d'un lieu à un autre et qu'il s'était passé du temps entre ces deux plans-là. C'est une des conventions multiples. Il y en a maintenant par milliers dans les films. Flashback, flash forward, on pourra en citer à tire-larigot. Le jeu vidéo, en fait, du coup, a aussi construit son système de conventions au fil de son existence. Certains ont même tenté de les faire disparaître. Je me souviens, je crois que c'était Michel Ancel sur le King Kong de Peter Jackson, où tu n'avais plus de barre de vie, tu n'avais plus tout ce qui apparaît habituellement à l'écran pour voir s'il était possible. Et j'ai le souvenir que ça marchait pas très bien. Non, mais vraiment, enfin, non pas que ça rendait le jeu plus difficile, mais qu'il y avait moins d'implication du fait de finalement de pas savoir visuellement où on en était. Néanmoins, le jeu vidéo a quand même développé un nombre incalculable de conventions. Voilà, on peut même faire des blagues là-dessus, où quelqu'un disait si on adapte Metal Gear Solid, il faudra que le héros puisse tomber sur un poulet rôti en plein milieu de la pièce, pour régénérer un peu sa vie. Ce que j'ai trouvé intéressant ces dernières années, c'est que le cinéma s'est emparé de certaines de ces conventions à des fins émotionnelles.
L'exemple de Speed Racer est peut-être le plus célèbre. Stéphane, si tu peux nous en parler. Ouais. Dans Speed Racer, en fait, alors Speed Racer, ça s'inspire du Ghost. Le Ghost dans le jeu vidéo, en gros, par exemple, tu joues à un jeu de course. On va prendre cet exemple-là parce que c'est un rapport avec Speed Racer. Tu joues à un jeu de course et en fait, tu fais une performance. T'as ton temps qui s'affiche. Si tu joues en ligne, tu as la performance de ton pote, etc., etc. Et en gros, le Ghost va apparaître sur le terrain. C'est un fantôme donc de la partie que tu viens de jouer. Précédente, voilà. Et ce qui est intéressant dans Speed Racer, c'est que c'est une convention de jeu vidéo qui est une règle. En fait, c'est pas une règle, c'est juste une manière. C'est que tu peux jouer contre ton propre fantôme ou contre le fantôme de quelqu'un d'autre. En fait, c'est une question de pure performance, en fait, c'est-à-dire de compétition, en fait, tout simplement. Voilà. Et tu vois donc apparaître en surimpression la voiture. Voilà. Et du coup, tu te dis putain, il faut que je le dépasse. Voilà. Et des fois c'est toi, des fois c'est quelqu'un d'autre, ton ami, je sais pas. Et le truc dans Speed Racer, c'est qu'ils se sont posé une question qui est assez intéressante. C'est qu'ils se sont dit, en fait, le Ghost, c'est le passé. Donc, ils ont vraiment réfléchi vis-à-vis de ça. Et en gros, c'est le passé de qui, dans l'occurrence, dans la course au début de Speed Racer, c'est le passé de... C'est-à-dire, tu as le personnage principal, et c'est son frère, en fait, qui est une vedette comme lui, qui était une vedette du milieu automobile de la course, quoi. Et en fait, et en gros, tout l'enjeu du personnage, c'est de savoir s'il va dépasser le record de son frère, qui apparaît visuellement comme un ghost, comme dans les jeux vidéo, ou le laisser être une légende. Parce qu'il faut savoir que le frère a disparu depuis 3-4 ans. Voilà. Et donc, d'un seul coup, en utilisant ce truc qui est très spécifique aux jeux vidéo, ils ont créé ce référent, en fait, qui est un référent pour les joueurs, pour te faire comprendre les enjeux entre ce personnage et son frère, et qu'est-ce que le personnage principal vit psychologiquement. Voilà, on a eu une résurgence de cette scène de Speed Racer dernièrement sur Internet avec quelqu'un qui prétendait avoir joué donc un jeu automobile, un ancien jeu automobile, et d'être tombé sur le Ghost de son père décédé. Oui, et donc de se retrouver à jouer une partie contre son père décédé. Alors, donc c'est intéressant parce que là, on a vraiment une pure convention de jeux vidéo qui, parce qu'elle a été complètement, ou plus ou moins acceptée par tous les joueurs, devient un nouvel outil entre les mains des développeurs qui peut permettre de franchir un pas supplémentaire, en fait. Ouais, en fait, c'est... Tu parlais là, de la barre de vie que tu as pu et tout ça. Enfin, à part en salle, il y a eu énormément d'exemples depuis qui sont assez impressionnants. Des journées, des trucs comme ça. Il y a qu'une nuit, c'est assez fabuleux. Tout est fluide. Enfin, qu'on arrive à comprendre, je pense que c'est par des expériences qu'on a eues en tant que joueur, mais pas que, parce que même des nouveaux joueurs y arriveraient presque. Enfin, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire maintenant sur certains jeux, de faciliter la compréhension du gameplay et des enjeux par juste ce qui se passe dans le jeu. Donc c'est super de voir cette évolution-là. Et voilà, Journée, par exemple, c'est un exemple, c'est qu'il y a tellement de formes de jeux aussi. Là, on parle beaucoup de cinématographie. Est-ce qu'on pourrait une caméra pour raconter quelque chose? Mais il y a plein de jeux textuels. Je sais que cette semaine, il y avait Enterrement de mon amour, par exemple. Voilà, c'est que des textos, on échange des textos. Bon, et ça marche très bien. Et le jeu, il est très bien. Et ça a une vraie forme narrative, nouvelle, interactive. Mais voilà, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas tout ça. Là, nos sujets, c'est plutôt le cinéma. Mais dans le jeu, c'est tellement multiforme qu'il y a plein de choses à prendre, enfin voilà, que ce soit sur un portable ou sur une console de salon, ce sera complètement différent. Et donc tu parlais des conventions, moi je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est tous les trucs là où maintenant ils mettent sur la caméra ce qui se passe. Donc tu vois, tu as du sang quand tu es blessé, quand il pleut, tu as de la pluie sur la caméra, enfin tu vois, ces trucs-là, c'est pareil. C'est un peu du cinéma, dans le cinéma ils commencent à refaire ça. Enfin des fois, tu vois, c'est un peu bizarre, le coup du sang sur le bord d'un écran alors que tu es au cinéma. Tu vois, je comprends pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le caméraman il se fait taper. Enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre en fait. Et c'est juste que quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais reprendre la convention. Moi, je joue à un shooter tous les jours quand je rentre chez moi. Je vais mettre ça dans mon film. Mais voilà, et ça va dans les deux sens en fait. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, la pluie sur la caméra, ça c'est un truc pareil. Bon. Moi, je comprends pas. Non, mais c'est oui, le coup du sang sur la caméra, c'était. Je sais plus exactement. Il y a plein de films qui l'ont joué, mais au point où c'est devenu justement une telle convention que certains l'obligent, puisque je crois que dans Les Fils de l'Homme, il n'y avait pas de sang sur la caméra. C'est le réalisateur qui a décidé que la goutte de sang devait rester. Ils l'ont rajouté en post-production. Ouais, je parle en tant que quelqu'un de la scène, d'être blessé et tout ça. Mais voilà. D'accord. Mais plus simplement, tu as des conventions qui sont juste les mêmes dans le jeu vidéo et le cinéma. C'est-à-dire que tout le regard
toute la façon dont tu dois gérer Le regard, justement, mais c'est pour ça que je voulais en revenir mais il y a des exemples hallucinants. Quand on voit Mad Max et la façon dont George Miller cadre, centre Au centre, l'image, tout ce que tu veux, et que nous, des fois, j'ai vu des mecs tester le regard des gens quand ils jouent à un jeu de course, par exemple. Tu te rends compte, en réalité, que quand les mecs jouent à un jeu de course, ils regardent ça. Le focus, il est là-dessus. Alors que des fois, les mecs s'emmerdent à créer des textures de folie, des trucs. Et en fait, tu vois... Elles ne sont pas inutiles, ces textures. C'est toute la question des Vantage Points, c'est toute la question du level design. Zelda est génialissime pour ça, pour le level design qui t'offre des lignes de fuite, des vues, des choses comme ça qui permettent de te repérer immédiatement. C'est un travail qui a des deux côtés. Et dans le cinéma, on travaille ça. Depuis longtemps. Le regard. Depuis longtemps, on sait très bien que le spectateur ne regarde qu'une partie très très limitée de l'image, mais par contre que son cerveau reçoit les informations de tout le reste et ne les analyse pas. Pour ceux qui ont le temps, je vous inviterai à revoir la séquence du cimetière de Vertigo d'Alfred Hitchcock et d'essayer de la regarder non pas comme un simple spectateur, mais en étant très analytique. Et vous vous apercevrez que le décor change à pratiquement chaque plan. Simplement, le centre reste le même et notre regard est focalisé sur le centre, et donc on ressent ce changement que notre inconscient applique au visage que l'on voit en centre. Donc on a l'impression que cette dame est une personnalité insaisissable et changeante parce que le décor a effectivement changé autour d'elle. Voilà. Je vous laisse regarder la séquence, elle est assez passionnante à analyser pour ceux qui veulent prendre le temps de le faire. Mais justement, ça nous mène encore une fois à l'escape game parce que est-ce qu'il y a un travail nécessaire de direction du regard des personnes justement pour voilà. Est-ce que Alors, déjà pour la question sur les conventions, avant ça, oui, les conventions. on a la chance de ne pas encore avoir de convention. Pourquoi la chance ? Alors la chance dans le sens où on n'est pas limité par ça, on n'est pas enfermé par ça. On parlait de barre de vie, etc. Nous, on pourrait imaginer les conventions, par exemple, sur la manière de délivrer des indices aux joueurs. Il se trouve que ce n'est pas le cas et qu'en fonction des enseignes, c'est très très variable. On peut recevoir les indices par talkie-walkie, par fiche écrite, par écran interposé. Il y a plein de manières de délivrer ça aux équipes, leur donner le temps qui reste également. Et ça, c'est, je pense, un vrai avantage dans le sens où ça pousse à plus de créativité. On peut aussi chercher à aller vers des choses plus immersives. À Epsilon, on a fait en sorte que la façon dont on donne des indices soit parfaitement intégrée au décor et que finalement, avant de recevoir le premier indice, en fait, on ne se rend pas forcément compte que l'objet en question est là pour ça. Et ça joue sur l'immersion aussi. D'accord. Mais alors, je reste un peu sur cette idée. On a la chance de ne pas avoir de convention, puisque l'idée aussi, c'est que les conventions sont des outils dont on peut se servir justement quand on est un game designer. Donc, est-ce que c'est pas souhaitable finalement que l'escape game développe ses propres conventions ? Alors, je pense que c'est aussi parce que c'est un type de loisir qui est jeune encore. Oui, bien sûr. Et ça viendra peut-être. Bon, c'est aussi très, très mouvant. Ça évolue énormément. Les escape games qui ont ouvert il y a 5 ans n'ont rien à voir avec ceux qui ouvrent aujourd'hui. Comme pour le cinéma, finalement, ça évolue. Et on doit faire face à des joueurs de plus en plus exigeants parce que ceux qui se contentaient il y a 5 ans de salles avec pas trop de décors, pas trop de scénarios et juste quelques cadenas, c'était nouveau. Donc, il y avait cet effet waouh quand on rentrait. Aujourd'hui, ça leur suffit plus du tout et on va vers quelque chose de toujours plus immersif, plus impressionnant aussi. Pour revenir sur la question du... Donc les conventions, peut-être qu'elles vont finir par se développer à un moment. Ça, je ne sais pas. D'accord. La question du regard, elle se pose aussi, elle est même super importante dans la mesure où l'escape game, c'est un jeu qui est basé en partie sur l'observation. Donc il faut réussir à montrer des choses sans tout dévoiler non plus. Il faut réussir à mettre sur la voie les équipes à leur glisser des indices dans le décor pour qu'ils aient envie d'aller fouiller à tel ou tel endroit. Mais en même temps, il faut que ça soit visible, mais pas trop, tout en gardant à l'esprit qu'une équipe qui est très enthousiaste et qui arrive dans la salle
en fait, elle est prête à retourner vraiment le décor, elle est prête à décoller le papier peint pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché D'accord. derrière. Ouais. Donc, on doit vraiment trouver ce juste équilibre entre attirer le regard ou au contraire ne pas du tout l'attirer sur tel objet qui finalement n'est qu'un élément du décor, qui est là pour contribuer à l'immersion, mais qui n'a pas de rôle dans le jeu. On nous dit souvent « Ah, dis donc, vous avez mis plein d'objets là, mais ça, c'est des fausses pistes. » Et je leur dis, non, c'est pas des fausses pistes. Simplement, si on ne laissait que les éléments utiles pour résoudre les énigmes, il n'y aurait plus grand-chose dans la salle. Donc il faut réussir à faire tout ce travail de scénographie qui contribue à l'immersion, mais sans non plus désorienter complètement le joueur. Oui, dans un hôpital psychiatrique, il est peut-être normal qu'il y ait un lit, par exemple, même si effectivement le lit ne sert pas dans la narration à proprement parler. En fait, ces éléments-là, toutes ces problématiques-là se posent à nouveau dans la question de la VR qui préoccupe cette semaine au Forum des images. Qui est un domaine dans lequel les conventions ne sont pas encore posées, on va dire, qui est en recherche de conventions. On me fait signe qu'on a un petit peu dépassé notre temps, oui, effectivement. Oui, on va prendre des questions du public. Donc, par rapport à est-ce que... Comment ? S'il y en a, oui, bien sûr. Oui, il y en a. Alors moi, j'ai pas vu, je veux bien qu'on dise rien sur l'histoire. Ouais, moi non plus. Sinon, je sors, je reviens. À quel niveau ? On va pas se lancer dans une critique du film, ça sera assez long, d'autant plus qu'on est 3 personnes à l'avoir vu Moi, c'est le Joker. voilà, avec un Joker. Par rapport à la conférence qu'on vient d'avoir, vous voulez dire ? Qu'est-ce que tu fous à Ubisoft, Yannick ? Qu'est-ce que je prends là, Ubisoft ? Ils attendent quoi de moi ? Ils sont 18 000 à Ubisoft. Tu sais, je suis un pion dans la machine. Moi, je travaille au siège. Je travaille sur plein d'aspects différents de consistance des mondes, world building, narration, mythologie, sociologie, tout ça. On essaye de rendre les jeux cohérents, de pousser les équipes à rendre les jeux cohérents. Donc je collabore avec pas mal des équipes de développement. Et voilà, donc je peux faire le think tank par moment, comme je peux mettre la main à la pâte des fois pour les aider dans l'urgence. C'est du travail de direction artistique, si tu veux. C'est un mot un peu générique, mais c'est de la direction artistique polyvalente. Mais alors, je pense que la question, elle faisait aussi référence, parce que Stéphane aussi a travaillé pour Ubisoft. Ce qu'il venait chercher comme compétence chez vous, c'était finalement une culture de l'image, un héritage de la culture de l'image qui vient de votre cinéphilie, peut-être, en partie. Ouais, je sais Non. pas. En fait, je pense qu'ils veulent vraiment qu'on Franchement. sorte. En fait, chez Ubisoft, ils veulent Non. vraiment sortir du cinéma, donc c'est assez Ouais. étrange. Et en fait, c'est plus, par exemple, moi, ça m'est arrivé de bosser sur 30 trucs différents. Enfin, à chaque fois, c'était totalement différent. Ça m'est arrivé de mettre la main à la patte dans le scénario, mais pas à l'écrire, en fait. C'est-à-dire juste tout simplement flaguer ce qui allait pas, ce qui n'était pas cohérent dans l'intrigue, ce qui ne fonctionnait pas dans la façon dont ça s'intégrait dans le reste du jeu, en fait. C'est-à-dire, un exemple précis, par exemple, c'était sur Watch Dogs, il y avait un événement dont tout le monde parlait pendant tout le jeu, en fait. Et nous, pour avoir fait le jeu d'une traite pendant 3 jours, 60 heures de jeu, donc il fallait se le bouffer, parce que c'est assez long et en fait c'est assez dense, il fallait trouver les choses qui, dans ta première partie comme ça, fonctionnaient pas. Et cet événement-là, en fait, c'était un truc où on se disait, mais ça, il parle de quoi exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en gros, on leur a remonté en fait au studio, parce qu'on était effectivement externe au studio, en l'occurrence. On leur a dit, parmi toutes les choses qu'on a remontées, on leur a dit, ça c'est important, on ne comprend pas de quoi vous parlez, en fait, de quoi les personnages parlent quand ils sont voilà. Et du coup, en fait, c'est ce qui a donné lieu à la scène d'ouverture qui est dans le jeu maintenant, nous on voulait rendre jouable, mais qui n'était pas possible en termes, parce qu'ils n'avaient plus le temps, en fait, c'était aussi une question matérielle. Et du coup, c'est devenu une cinématique d'1 minute 30, alors que vraiment on leur disait, il faut que vous le fassiez jouer aux joueurs
pour qu'ils comprennent en fait de quoi, que ça soit une expérience qu'ils aient vécue, plutôt Ouais. qu'une expérience qu'on leur a Qu'on leur montrée. raconte, ouais, tout à Mais fait. Ouais. après, il s'est trouvé que c'était plus possible en fait. D'accord, en mais termes c'est de intéressant que temporalité, le point problématique, c'était justement de se baser sur une Pas avoir narration l'expérience. calculée. Parmi Ouais. des millions. Moi, très honnêtement, Voilà, c'est ça. ils m'ont pas embauché. Moi, ils me l'ont dit une fois. Hein. Ils m'ont dit on t'a embauché pour ta façon de penser. Pas pour mes compétences, pas pour ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire avant. C'était genre, tu penses out of the box, comme ils disent, tu vois. Donc ça les intéressait la façon dont j'abordais les choses. D'accord. Oui, on a 2, 3. Oui. Oui, bonjour. Je voulais parler des escape games. En fait, moi, j'aime beaucoup. J'en ai fait une quinzaine. Je crois que j'ai pas fait Epsilon, mais je suis Faut pas venir. vraiment d'accord quand vous dites qu'il y a pas. En fait, il y a des conventions. Je vais un peu spoiler, mais par exemple, vraiment tout ce que j'ai fait, il y a toujours une deuxième pièce, par exemple. Et en fait, C'est pas le cas partout. bon, peut-être. Mais C'est un justement- cliché, plus qu'une Mais convention. justement, mais dans ce cas-là, on joue avec les conventions. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, maintenant, je sais qu'il y aura une deuxième pièce. Alors, s'il n'y en a pas, c'est intéressant parce que je commence à me dire, ah mais merde, il n'y a pas, on est surpris, quoi. Mais pareil, généralement, on voit quand même où sont les indices au bout d'un moment. Bah, il y a une autre convention que j'ai remarquée, c'est qu'on n'a pas besoin de préacquis. De préacquis. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend au bout d'un moment que certains indices, si je vois un bouquin d'échecs, par exemple, je crois que parce qu'il y en a un où il y a un peu des échecs, on comprend qu'il ne va pas aller falloir très loin dans les échecs pour qu'on résoudre l'énigme. Et donc, en fait, on peut résoudre l'énigme en se disant, non, ça ne parle pas d'échecs, ça parle de E4, D6 ou quoi. Donc ça, je pense que ça commence déjà, même si c'est très jeune comme média, quoi. Alors, je vois ce que vous expliquez, mais à mon sens, ça, c'est pas des conventions. C'est plus la façon. Enfin, dans un jeu vidéo, c'est la même chose. Finalement, on se retrouve dans un point and click à devoir, face à un tableau d'échecs, et on ne doit pas savoir jouer avant. On ne doit pas connaître les règles pour ça. Enfin, c'est pas propre à l'escape game. C'est plus ça, pour moi, ça a à voir avec la qualité des énigmes qu'on va donner, qui ne doivent pas nécessiter de connaissances particulières pour pouvoir jouer une bonne énigme. Elle doit pouvoir être résolue sans connaissances préalables, sans compétences spécifiques, au-delà de la réflexion pure. On avait des questions. Ouais, par là. j'ai le micro. Bonjour. Bonjour. En effet, personnellement, dans les jeux qui m'ont marqué, moi, il y a eu vraiment Life is Strange qui a été très important pour moi dans sa narration et dans sa construction de personnages. Mais dans un style tout à fait différent, il y a eu aussi Inside, et je ne pense pas dire quelque chose de très nouveau en disant ça, mais il propose une narration qui est très atypique et qui a constitué une sorte d'ovni un peu dans le monde du jeu vidéo. On peut retrouver un petit peu ça avec Journée, que vous avez cité tout à l'heure. Donc on a un jeu qui ne présente aucune cinématique et qui pourtant raconte une histoire qui est à la fois très forte et pourtant libre d'interprétation, puisque chacun ressort de cette expérience avec quelque chose de très personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux types de réalisation en fait, qui sont à mi-chemin entre le jeu à histoire et puis le jeu où le gameplay est complètement au centre du jeu et c'est lui qui raconte l'histoire finalement? Alors je dirais pour Limbo, je dis Limbo parce que j'ai préféré même à Inside, mais Inside c'est vraiment fabuleux, donc tous ceux qui n'ont pas joué à Limbo ou Inside, il faut le faire. Alors je dirais que c'est peut-être même pas le gameplay, mais enfin moi ce qui m'a marqué c'est plus le contexte de l'histoire et ce monde dans lequel on se déplace. Finalement le gameplay est quand même assez simple et c'est des briques qui savent utiliser à la perfection, qui font évoluer à la perfection, donc je trouve ça assez puissant. Mais moi ce qui m'a marqué c'est plus le contexte derrière, le fait d'arriver à... On fait ce petit voyage et en même temps il y a tous des enjeux énormes derrière qui se développent. Moi perso je serais incapable de faire ça, enfin, je trouve ça vraiment très très fort et il y en a beaucoup autres que ce studio là, il en est quand même un des meilleurs, mais c'est vrai que je trouve que ça va vachement évoluer vers ça aussi, c'est-à-dire que le gameplay est pas très compliqué, entre guillemets, c'est facile d'y jouer. Là où des fois des mondes plus ouverts c'est quand même plus dur, enfin voilà, Far Cry ça reste quand même dur et tout ça. Voilà. Et voilà, Monster Hunter, j'en parle pas, mais c'est quand même simple. Moi, je suis pas un gros gamer, je suis pas super skillé, et donc j'adore ce genre de jeu où le gameplay est juste pensé pour être pour la majorité et cohérent avec l'univers dans lequel tu es. Et
Bon, moi, je crois beaucoup à ces genres de jeux-là et aussi ce genre de jeu court. C'est bête, mais la durée de vie d'un jeu, pour moi, compte beaucoup maintenant parce que déjà, j'ai plus le temps et que en plus, je trouve que du coup, ça oblige à raconter de façon peut-être pas plus efficace, mais en tout cas de se poser des bonnes questions pour que les bits narratifs, quoi, les moments forts arrivent à des moments précis. Et voilà, et c'est pour ça que je parlais de l'épisodique aussi tout à l'heure. C'était un peu les mêmes questions qu'on se pose. Et c'est comment on fait pour, en gros, optimiser chaque séquence pour que ce qu'on a envie de faire passer pour le joueur marche et soit au bon moment. Et je trouve que Limbo et Inside le font encore mieux que nous, parce que là, on a l'impression d'être complètement libre et c'est une situation de puzzle en fait qui nous fait ressentir des émotions qui sont complètement autres que résoudre le puzzle en fait. Donc ça, c'est vraiment très fort. J'ai pas d'explication. Et je suis désolée, mais il va falloir qu'on vraiment. s'arrête. Désolé. S'il y en a encore, on peut peut-être se retrouver devant la salle pour continuer. D'accord. De En tout manière cas, bon, formelle. j'espère qu'on a déjà un peu défriché le terrain, voilà, ou les terrains, les chemins de traverse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà.